tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant sur votre antenne. Nous sommes avec 10-12, le Zénith, votre talk show qui du lundi au vendredi vous donne de mieux comprendre l'actualité qui gravite autour du Cameroun, mais aussi les sujets de société les plus importants qui méritent une réflexion particulière. Nous vous retrouvons encore ce matin pour mieux en parler. Comment comprendre la réaction des forces de défense et de sécurité, notamment à travers un communiqué rendu public en fin de soirée d'hier, faisant état de ce que Human Rights Watch serait investi dans une attitude inacceptable visant à détruire ou encore à nuire à l'image du Cameroun aujourd'hui. L'armée camerounaise se défend face aux accusations, entre autres, de Human Rights Watch, cette organisation de défense des droits de l'homme et des libertés, mais surtout très investie dans les zones en crise aujourd'hui, dans la zone anglophone. Comment comprendre ce ping-pong qui se joue entre Human Rights Watch et les forces de défense nationales? Et au même moment, il est important de le dire, les États-Unis invitent le gouvernement camerounais à faire davantage la lumière sur les nombreuses exactions portées en accusation sur les forces de défense et de sécurité camerounaises dans les zones bien sûr en crise aujourd'hui. Finalement, où se situe la vérité? Pourquoi ce brouillard qui semble être assez regardant mais surtout perceptible? Merci à vous madame, monsieur de garder le bon regard sur le Cameroun d'aujourd'hui, mais surtout comment en venir à des solutions évidentes pour l'avenir. La grande famille est encore au complet ce matin. Charlamel Batchou, Bonbon Bengan Kanji, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Santia, ensemble unis pour la même mission. Nous sommes là pour vous servir et jusqu'à 12 h, madame, messieurs, croyez-moi, vous aurez justement de quoi vous mettre sous la dent. Charlamel, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel Ngachou et bonjour aux auditeurs. Bonbon Bengan Kanji, plaisir de vous retrouver. Ah. Bonjour. Elle a encore l'esprit radieux. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Et bonjour à vous Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Vous le savez également, madame, messieurs, les plateformes sont bien connues. Vous avez 10-12, le Zénith sur Facebook. Laissez-nous un message sur cette plateforme. Ou encore, vous avez Equinox TV pour vous qui nous regardez en live. Merci, madame, messieurs, de nous laisser vos commentaires. Nous saluons, entre-temps, pour l'entrée de cette émission, tous les Camerounais qui nous regardent aujourd'hui en Australie. Ils sont de plus en plus nombreux. Et ils tentent tant bien que mal de se faire remarquer, oui, qu'on reconnaisse qu'eux aussi ne sont pas loin du Cameroun. Et grâce aux réseaux sociaux, ils peuvent sentir, vivre, comprendre et palper le Cameroun très loin de nous. Oui, à côté de ça, j'aimerais dire que beaucoup de Camerounais du côté de Bilongué sont aux abois parce qu'à cause des coupures intempestives d'électricité, beaucoup ont perdu leurs appareils électroménagers et ça commence à monter. La tension commence à monter. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec ce qu'on a vécu hier du côté de Mbopi avec les motos taximan. Ça pourrait virer au drame. C'est des sujets encore. Et nous parlerons tout à l'heure de ce qui s'est passé également avec ces vidéogrammes qui fait le tour des réseaux sociaux aujourd'hui, avec le lycée de Makepe. Il y a un lycée Makepe, je crois bien. Voilà, le lycée de Makepe, où ce que nous décrions sur ce plateau hier, aujourd'hui, c'est le lycée de Makepe qui est bien sûr au cœur d'un nouveau scandale de sextape qui fait le tour sur la toile. Des enfants qui choisissent de faire la demande des mains de leurs camarades en plein salle de classe, et bien forcément d'organiser des mariages en plein salle de classe. Où allons-nous finalement? On en parlera. C'est une vieille vidéo. C'est une vidéo? Oui. Elle est vieille d'au moins 3 ans. D'accord. Lycée de Makepe. Oui, c'était en 14 février, il y a 3 à 4 ans. Et la toile a ressuscité. Les archivistes. Merci beaucoup. Allez, l'histoire de ce matin, Dominique Audrey. L'histoire de ce matin est un peu compliquée. Un peu? Oui, elle est suffisamment compliquée parce que la personne qui nous écrit est âgée de 20 ans. Elle nous écrit depuis la France où elle vit avec sa mère et ses frères. Elle raconte que son père est mort il y a quelques années. Donc c'est récemment, il y a à peine 5 ans, qu'ils sont allés s'installer de ce côté-là et elle a été inscrite à l'école avec tous ses frères et sœurs. Donc elle vit en France depuis toutes ces années-là. Le problème de la jeune dame, c'est qu'elle dit qu'elle a honte de sa famille. Elle dit que lorsqu'elle est en classe avec ses camarades, depuis qu'elle a commencé l'école là-bas, toutes ses camarades racontent comment se passe leur vie, comment est leur vie de famille, comment ça se passe avec les parents, les frères et autres. Et elle est un peu éhontée
et elle ne raconte rien de ce qui concerne sa famille parce qu'elle a honte de cette famille, cette jeune femme. Elle dit qu'elle aimerait bien inviter ses copines à dormir à la maison, elle aimerait bien inviter ses amis à venir à la maison, mais simplement le fait de voir comment sa famille est, de voir l'état de leur maison, de voir la présentation de sa famille, de ses frères, elle n'ose même pas. La jeune dame dit que je n'ose ni traîner avec ma mère, ni traîner avec mon frère parce qu'ils ne savent pas s'habiller. Ces derniers s'habillent en seconde main, la friperie. Et également, elle dit que pour elle, elle ne s'habille jamais en seconde main. Elle économise son argent de poche et elle va faire les boutiques avec ses copines, elle se fait plaisir. Elle dit qu'elle n'a pas envie de se faire rejeter par ces dernières conséquences. Lorsque celle-là, avec l'argent que leur famille donne pour ça, elle ne mange pas, elle ne fait rien, elle va au magasin avec tout le monde pour être normale. Elle ne porte que les marques, contrairement à ses frères et sœurs. Elle dit que j'ai également honte de montrer ma maison à mes amis parce que la cuisine de ma mère pue. À cause du chat, à cause des poubelles, mes frères se lavent rarement. Et à côté de ça, ma mère a à peine 40 ans, elle a les dents jaunes. Ma mère se lave tout de même, mais elle a plein de pellicules dans les cheveux. Elle dit aussi qu'il y a rarement des légumes et des fruits dans leur frigo. Elle a pourtant dit à sa mère à plusieurs reprises d'acheter de quoi manger, mais chez eux on ne mange que le riz, on mange les pâtes. Et à côté de ça, sa mère a multiplié des relations qui n'ont pas été fructueuses simplement parce que lorsqu'elle tombait sur un homme qui lui parlait un peu gentiment, elle replongeait et après elle se séparait à plusieurs reprises. Donc elle aimerait avoir, comme qui dirait, des conseils pour savoir comment gérer cette situation. Elle est un peu à mal, elle se sent isolée parce que lorsqu'elle revient dans la réalité de sa vie, elle est seule. Lorsqu'elle est dehors, elle est heureuse et elle n'arrive plus à tenir comme ça. Qu'est-ce que vous lui avez dit de nous? Non, on a la télé, vous avez dit ça. Elle vit en France. Oui, elle vit en France. Bon, dis-lui d'aller se lancer dans la scène elle-même. Le problème, c'est où? Elle se jette dans la scène elle-même. C'est incroyable. J'ai été aussi choquée. Oui, mais moi, je sais pas. Non, mais après, à un moment donné, quand on a une histoire comme ça, on s'est dit, bon, d'accord. Dominique a envoyé cette histoire. Mais qu'est-ce qu'elle... Quand vous lisez, quand vous l'écoutez, donc quand vous l'écoutiez, si vous voulez, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous vous dites? Comment est-ce qu'on résout ce genre de cas-là? Les enfants que les gens accouchent. Vous êtes sans voix, hein? Le problème de la jeune femme, beaucoup de personnes le vivent. Hein. Pas simplement parce qu'elle est en France. Beaucoup dans notre entourage immédiat ont le complexe. Avoir honte de sa famille? Oui. Rejeter sa famille parce que... Oui. On peut être pauvre. Parce que notre famille n'est pas à l'image de ce que les autres nous projettent. Tout simplement, oui. On veut être comme les autres pour exister. Même si beaucoup n'auront pas le courage, l'audace, l'honnêteté de reconnaître que je suis complexée par mon vis-à-vis. Oui, beaucoup en eux-mêmes, dans leur fort intérieur, le vivent. Et c'est pour ça que parfois, dans les relations, vous vous rendez compte que vos vis-à-vis, en fait, quand vous découvrez ensuite que votre ami tel vous disait que, en fait, non, moi, je ne vais que dans sucer des glaces, les week-ends, je les passe à Kribu sur un bateau et tout. En réalité, elle était au fin fond d'un village en train de sacler un champ. Mais puisqu'il faut être bien vu, puisqu'il faut se faire accepter, je ne sais même pas pourquoi on va vous accepter simplement parce que vous faites mine d'avoir tout ce que vous avez, on est obligé de s'inventer ce monde-là. On s'invente cette vie et ça se voit partout. Oui, même dans le milieu professionnel, ça se voit. Aujourd'hui, c'est un cas contextuel qui est propre à une famille, mais on devrait regarder les choses de façon un peu plus large. Est-ce que c'est logique, Dominique Audrey, qu'une histoire comme celle-ci, qui vous a été soumise, oui, qu'une fille vous dise qu'elle a honte de ses parents, qu'elle a honte de ses frères, oui, qu'elle ne s'habille qu'en marque, elle ne veut pas s'afficher avec eux parce qu'ils sont dans la friperie. Ils sont bracata, oui. Bah, le problème part d'où? La mauvaise éducation? Vous avez le sentiment? Non, pas la mauvaise éducation, parce que sa mère est veuve.
et elle n'a suffisamment pas de moyens. Au début de l'histoire, elle nous a fait savoir qu'elle est en France avec son papa et sa maman. Non, avec elle sa a maman. perdu Ah, son sa maman, père. c'est- Oui, ah, elle a d'accord. perdu son père. Ouais. C'est une fille qui manque de beaucoup de choses. Parce que si à 20 ans, vous dites que la cuisine de votre mère pue, ça veut dire que vous ne lavez pas les assiettes, vous la fille, puisque vous êtes la fille unique et que vous n'avez que des frères. Ça veut dire que vous ne faites pas le ménage et que vous êtes unclean. Vous aurez beau porter des vêtements de marque, des tennis de marque et mettre des parfums les plus chers du monde, comme quelqu'un disait, l'odeur du bouc va finir toujours par dépasser l'odeur du parfum. Donc cette fille, elle a un problème dans sa tête, Michel. Ce n'est pas simplement parce qu'on porte des marques qu'on est bien habillé. Ouais. Ce n'est pas la marque qui fait la qualité du vêtement. Ce n'est pas parce que votre famille n'est pas à la hauteur de la famille des autres. Mais vous savez mieux que personne quel est le parcours de votre mère. Vous savez comment c'est difficile pour votre mère de ne serait-ce que vous envoyer à l'école. Et un enfant consciencieux qui a été mis face à des responsabilités très tôt n'aurait pas ce genre de comportement, n'aurait pas ce genre de réflexion. C'est pour ça que je dis que très jeune, l'enfant doit faire partie intégrante de la vie de famille. Parce qu'on a des familles où on estime que non, l'enfant est encore trop petit, on ne peut pas lui dire certaines choses. L'enfant est trop petit, il faudrait qu'il reste en marge, on doit le protéger. Non, ne le protégez pas. Apprenez à votre enfant qu'aujourd'hui je suis veuve, votre père n'est pas là, je ne gagne que 1000 euros, je dis n'importe quoi. Et dans les 1000 euros, on ne peut pas vous offrir la dernière chaussure de telle marque. On ne peut pas, pour le moment, vous ne pourrez pas. Mais si pendant les vacances, tu travailles un peu, je vais compléter et on va te l'offrir. D'accord. Et donc, il faut donc faire C'est le conseil attention. de la grande sœur que tu es. Oui, Voilà. c'est même avec les petits frères, il faut l'appliquer. D'accord. On n'aura pas tout le temps ce qu'on veut. Mais je si vous dites- sais que sur ce plateau, on l'a longuement martelé ici. Il est important d'éduquer son enfant à bas âge comme un esclave. Bon, ça c'est à vous de voir. C'est très important. Bon, Parce que si je vous sais pas si comment vous on est n'éduquez dans pas l'esclave. votre enfant à bas âge comme un esclave, il est certain qu'au soir de votre vie, cet enfant ne sera pas à l'image de quelqu'un de vrai. Bon, je n'ai pas été traitée comme une esclave. Je suis Permettez. désolée. Donnons la parole à Karine Sontiap, qu'elle nous analyse justement, elle nous donne son appréciation de cette histoire de ce matin. Cette fille justement, comment vous la regardez? Quelle lecture vous faites de son histoire? Voilà, Charles, Je ne sais pas si c'est une histoire. Je ne sais même pas si c'est un enfant qui existe. J'ai l'impression qu'elle vit sur Mars et qu'elle pense qu'elle est née avec une cuillère en or dans la bouche. Pourtant, non. Elle sait très bien qu'elle n'est pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Et généralement, les enfants comme ça, c'est des enfants que soit papa avait beaucoup d'oralité et puis à sa mort, maman est entrée dans la dépression et ça donne ce que ça donne. Vous voyez, les enfants assez capricieux et tout. Nous avons vécu dans des familles où financièrement, ce n'était pas ça. Je dis financièrement, c'était pas ça. C'était pas comme si... Et puis, maman ne vous montrait pas que c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfaitement. Ça veut dire que à un certain âge, vous commencez d'abord par vendre les arachides devant la porte ou les caramels. À un autre âge, vous vous baladez avec les mêmes arachides sur la tête. À un certain âge encore, vous choisissez si pendant les vacances, vous allez vendre telle chose ou alors vous allez faire un apprentissage. Et dit, chez nous, c'était automatique. À un moment donné, c'est l'enfant lui-même qui disait que papa, les vacances, si moi je vais faire ça. Les vacances, si je vais faire ça. C'est pour ça que dans notre maison particulièrement, chacun a une activité pratique qu'il sait faire en dehors de ce qu'on a étudié. Vous comprenez? Parfaitement. Vous avez là un enfant qui est oisif, qui passe son temps à faire les lèches-vitrines, à visiter les magasins, avec ses copines qui sont un peu huppées. Sans savoir comment... Elle veut visiter, elle veut inviter ses copines à la maison, ses camarades de classe à la maison. On le faisait. On n'était pas nantis, mais on le faisait. Mais si vous voyez les maisons où nous on entrait, parce qu'on voulait rendre visite à nos copines, et puis on s'asseyait, la maman préparait, et nous on mangeait, on était contents, on s'en foutait s'il n'y a pas le toit ou pas. Et on s'en foutait. C'est-à-dire que vous avez une copine, vous vivez même parfois tous dans le même quartier, les maisons ne sont peut-être pas pareilles, mais quand vous allez chez vous, vous n'avez même pas envie de rentrer chez vous. Qu'est-ce qui explique ce niveau de complexe, on va dire? Elle est dans une Excessif. société qui entretient les complexes. Parce que dans cette société-là, il y a une véritable division de classe. Quand vous êtes de la classe moyenne ou de la petite classe, vous vous faites démarquer socialement. Et sa maman vit dans ce sceptre-là. C'est-à-dire le sceptre de j'ai tout perdu, je n'ai plus rien d'autre à gagner.
elle-même ne se donne pas assez de moyens pour s'ouvrir et apporter un peu de couleur dans sa propre vie. Ça fait que l'enfant, elle a l'impression que c'est la faute des autres si elle est pauvre. En fait, c'est la faute de maman si elle est pauvre. C'est la faute de maman si ses frères ne s'habillent pas bien. C'est la faute de maman si eux, ils portent la friperie. S'il vous plaît. C'est pour ça que quand on augmente même les taxes sur la friperie, sinon on a des problèmes. Parce que quand ils font comme ça, on n'arrive même pas à aller choisir maintenant les bonnes pièces. Donc, je ne sais même pas pourquoi elle se plaint. Parce que la friperie, encore là-bas, c'est dans les boutiques. Ouais. Vous vous rendez compte? Donc, même là-bas, dans les friperies, il faut aller dans une boutique avant d'acheter les vêtements en friperie. Mais elle se plaint pour des broutilles. Pour des broutilles, c'est vraiment nonsense. Comme disaient les enfants. Qu'est-ce qu'on fait vraiment justement pour attraper ce genre d'enfant? Pour elle, parce que c'est pas maman qui a posé le problème, donc je ne sais pas si maman regarde la télé, mais ce que je vais lui dire, c'est d'arrêter ça très vite. Est-ce qu'elle peut comprendre? D'arrêter ça très vite. Parce que le conseil que je lui donnerai en dehors de ça, si elle n'est pas contente, qu'elle quitte la maison. Parce que si elle a pu écrire ce message, ça veut dire qu'elle est soit ado, soit elle est en train de dépasser l'adolescence. Elle ne devrait même plus être avec ses parents. De ce côté-là, on est adulte à 16 ans. Elle fait quoi chez maman? Elle fait quoi chez maman si elle n'est pas d'accord avec le contexte? Monsieur Michel Ngatou. Non, à 20 ans, elle fait quoi chez ses parents? Elle fait quoi chez maman si elle n'est pas d'accord avec le contexte? Si vous n'êtes pas d'accord avec la maison, vous dites que la maison est sale, mais partez si vous ne voulez pas la laver. Si vous dites que vos frères ne s'habillent pas bien, mais partez de la maison, vous n'allez plus les voir. Si vous dites que votre maman ne prend pas soin d'elle, mais partez, vous n'allez plus la voir. De quoi est-ce qu'elle se plaint finalement? Si elle a un autre choix, qu'elle le fasse. De ce côté-là encore, les enfants font les jobs d'été à 16 ans. Mais les enfants font les jobs même étant à l'école primaire, c'est-à-dire que l'enfant choisit une activité qu'elle va faire de temps en temps. Elle rentre, maman, j'ai eu 1 euro, j'ai fait ci. Mais c'est quoi son problème? Elle n'a rien foutu, elle ne fout rien, elle s'assoit, elle mange et puis elle vient se plaindre. Voilà. Parole de Karine Sontia. Cher Lamine Bachou, comment vous regardez cette petite fille? Elle n'a que 20 ans, elle est loin justement de la réalité. Comme a dit quelqu'un sur ce plateau, elle vit sur les nuages. Il faut la ramener, il faut qu'elle descende quand même au château d'Ivoire. Comment vous analysez ça? Alors, il faut le voir sous l'angle d'un triptyque. L'angle d'un triptyque, pourquoi? Ça commence avec le décès de son papa. Quel était leur niveau de vie du vivant de leur père? Première question. Est-ce qu'ils avaient la vie de bourgeois? Est-ce qu'ils avaient une vie de modeste de la classe moyenne? Ont-ils tout perdu? Comment se sont-ils réorganisés? Je ne sais même pas si elle est africaine. Je ne sais pas si elle est... C'est une africaine, camerounaise? Bon, je n'ai pas demandé, mais... Monsieur Michel Ngatou, lorsque le père meurt, vient décéder, la famille s'assoit pour présenter à la veuve et aux orphelins le niveau de vie désormais qu'ils devront prendre. Vous avez des hommes qui touchent 100 000, mais ils vivent à hauteur de 250 000 le mois. Ouais. Quand cet homme a décédé, on va vous dire, sachez que la télé désormais, ce que vous faisiez avec votre père, ou vous laissez la télé allumée, n'importe quoi, stop, terminé. L'eau que vous laissez couler, les factures vont arriver. Attention, déjà avec le deuil, il faudrait qu'on supporte. C'est la raison pour laquelle l'argent qu'on cotise pendant le deuil, on utilise une partie pour le deuil, le reste pour supporter les factures et de lumière parce que ça veille, on veille de lundi à lundi, et de l'eau parce qu'on utilise de l'eau et ainsi de suite, c'est pour régler ces factures. Mais aujourd'hui, comme on a des familles vampiriques, les familles de Satan, sorcières, cet argent se partage dès cet instant entre les moins nantis. Donc on met le niveau. À partir d'aujourd'hui, sachez que votre mère ne va vous donner que le strict minimum. Monsieur Michel Ngatou, on va jusqu'à réduire, changer d'établissement scolaire. Si votre père vous mettez dans les écoles des bobos, on vous fait comprendre que maman n'aura plus de niveau. Il faudrait renvoyer l'enfant à un stade. Ça veut dire que si l'enfant est dans une classe, et l'école, comme on voit à Bonanjo, on dit à l'enfant, on ne va pas t'éloigner, on peut te ramener un peu vers Aqua. Après Aqua, on te ramène vers Deido. Deido, on te ramène vers Bipanda. Pour démontrer à l'enfant que le niveau d'hier, on ne peut pas l'avoir. C'est ça le rôle de la famille après le deuil, après le décès du père. On amène l'enfant à changer de paradigme en termes d'amis.
Vous allez vous rendre compte qu'elle a conservé les amis d'avant. Elle a conservé l'amitié avec les enfants des amis de son défunt père. C'est-à-dire que la maman a voulu maintenir le niveau en disant non, tu vas continuer à fréquenter dans l'école des blancs, l'école des bourgeois, tu vas continuer. La fille se retrouvant dans ce milieu est forcément obligée de rêver. Elle est forcément obligée d'avancer. Vous avez des amis, des défunts qui... Les défunts papa qui à la fin viennent et disent bon, ok, monsieur Charles Hamel n'est plus là, il est décédé, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre, je viens dire à la veuve que Dominique Audrey, à partir d'aujourd'hui, je prends ton enfant, je vais m'occuper de ton enfant. On dit monsieur Karine Sortia, tu as perdu ton gars, je prends Karine Sortia, je vais élever. Celui qui décide de prend un engagement avec la famille de ceci qu'il va s'occuper, que cet enfant ne devienne pas un danger pour les autres. Vous vous rendez compte que là, tout de go, ils ont voulu maintenir, la mère a voulu maintenir le même niveau de vie. Première chose qui a... grave. Oui, première chose, c'est ça qui a détruit littéralement l'enfant. Parce que l'enfant a continué à rester dans ses rêves, croyant que les mêmes moyens d'hier, on devait l'avoir aujourd'hui. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'un homme qui décède, il a beaucoup d'argent dans le compte. 3 ans après le décès, la veuve n'a plus 5 francs parce qu'elle a tout dilapidé, elle a tout dépensé. Les enfants se retrouvent à souffrir. Ici, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait pour sauver cet enfant? Non, monsieur Michel Gachou, il faut qu'elle descende sa tour d'ivoire. Sauvons les vivants. Il y a des vivants qui souffrent de ça. Oui, ils sont nombreux. Il y a des vivants, je veux dire qu'il y a des gens qui vivent de ça. Ici, souvent, mais d'abord, en expliquant. Monsieur Michel, quand quelqu'un décède, je vous assure, la famille doit jouer véritablement ce rôle. Ils sont désocialisés parce qu'en Europe, il n'y a rien. Est-ce qu'elle a conservé, commencé par couper les relations avec ses amis? Les amis des défunts, couper les relations. Vous avez des hommes, quand la femme décède, les amis fuient, tous fuient. Au deux, on dit non, si tu as n'importe quel souci, tu viens me voir, je vais gérer. Vraiment. Pas de problème. Tu m'appelles, ton père n'était plus un ami, ton père était un frère. L'affaire faux, oui, ton père était un ami, ton père était un frère, tu m'appelles. C'est juste pour vous réconforter dès que le dé finit. Tentez de l'appeler, vous entendez, mais moi-même, mes problèmes, hein. Je crois que je devais faire, bon, on parle comme ça, c'était juste pour que... Donc, il faut savoir gérer cet après. De l'autre chose, Monsieur Michel, il faut respecter les 13 commandements de l'éducation de l'enfant bantou. La première, ne donnez pas tout à votre enfant. Ne donnez à votre enfant que ce qu'il doit avoir. Nourrissez-le avec ce qu'il n'aime pas. Nourrissez votre enfant avec ce qu'il n'aime pas. Mesurez l'humilité à chaque fois de votre enfant. Cet enfant n'est pas humble. Elle dit que sa mère a des pellicules dans les cheveux. Ça, monsieur Michel, c'est une malédiction sauvage. Sa maman s'habille mal, mais nos mamans ont porté un caleçon pendant des semaines pour nous envoyer à l'école. Pour nous nourrir. Aujourd'hui, on en parle en disant pauvre d'elle, elle n'a même pas pu manger mes 5 francs. On se lamente quand on voit ce que les autres font. Monsieur Michel Gachou, mais qu'elle vient se dire que sa maman n'a, mais ça veut dire qu'elle n'a même pas d'amour pour ses propres parents. Monsieur Michel Gachou, éloignez l'enfant, éloignez, c'est le 5e commandement, éloignez l'enfant prétentieux comme la mauvaise graine d'un sac. Éloignez l'enfant prétentieux. Ça suppose, non, c'est terminé. Sa maman doit l'éloigner. Ce n'est plus une histoire à discuter. Sa maman doit l'éloigner ou alors faire comme ce qu'un bon dit souvent, envoyer dans les centres psychiatriques et tout pour amener l'enfant, éloigner l'enfant. Et je termine, monsieur Michel Gachou. Apprenez à l'enfant d'obtenir tout par le travail que par la convoitise. Le rêve et l'ambition démesurée. Vous avez des enfants qui de longueur, quand vous connaissez avec l'enfant, vous roulez même avec, vous allez marcher avec l'enfant vous dit que papa, tu as vu la voiture là, regarde la voiture là, la voiture là, papa, si on me donne la je vais acheter la voiture, cognez-le là. Karine a eu une histoire. Cognez-le, moi je vous dis, on en parle à ce niveau, cognez l'enfant là, la mienne m'avait donné une cognez l'enfant là, papa, tu vois la chaussure, par rapport à une sandale, j'ai vu l'enfant là, il y a une fille qui est venue à l'école, elle avait arrêté l'enfant là, régler cette situation, il faut vous laisser, c'est sur place. Et on ne gère pas ça avec douceur. Alors, Bonbon, justement, il faut sauver une société qui est malade aujourd'hui. Il faut sauver justement plein de Camerounais, plein d'Africains qui vivent dans le complexe, entre guillemets, je vais dire, d'une vie occidentale, d'une vie de rêve, mais surtout des Africains qui ont perdu justement le sens du respect, le sens de l'honneur.
quand je parle de respect vis-à-vis des parents, l'honneur que l'on doit bien sûr à ses parents. Et on a plein d'enfants aujourd'hui dans nos écoles, ils sont très nombreux et qui parfois sont influencés simplement parce que autour d'eux, il y en a qui ont une vie un peu plus opulente. Mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir régler, recadrer, encadrer et orienter ces enfants pour qu'ils ne tombent pas dans cette erreur de complexe Lamumba? Oui, c'est une Africaine. Si elle était dans notre environnement africain, je lui aurais donné des conseils. L'environnement européen, je ne connais pas. Pas du tout. Voilà, mais je remarque seulement qu'elle est malade. Je remarque également qu'elle pourrait être prostituée déjà. Oui. Elle pourrait déjà être prostituée. Elle le fait pour des téléphones. Je remarque déjà qu'elle développe, vous avez parlé de convoitise, mais elle développe le sentiment de rejet, donc de complexe, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire, un enfant qui arrive à insulter sa maman, ses frères, elle vous dit comment elle peut s'acheter des vêtements de luxe, d'où lui vient l'argent, et pourtant maman n'arrive même pas à les nourrir convenablement à la maison, acheter des fruits, mais elle peut s'offrir des choses. Ça veut dire qu'elle appartient à un clan, lequel je n'en sais rien, mais un clan qui n'est pas socialement, j'allais dire, éthique, qui n'est pas recommandable. Donc, et c'est ça qui traduit son comportement peu recommandable. Ouais. Donc, la chose meilleure qu'elle aurait pu faire, c'est qu'à 20 ans, elle sort de sa famille, elle loupe. Si elle ne veut plus aider sa maman et ses frères, elle commence à concevoir sa vie. Et voilà. Donc, en fait, ici, elle veut montrer le mépris qu'elle a envers des gens qui ne sont bons à rien. Peut-être aussi elle veut justifier et elle voudrait que nous, on l'aide. Non, elle voudrait qu'on l'aide à insulter sa maman et à l'aide laisser dans la poubelle et elle a l'aider à s'épanouir. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Je lui dis, ma fille, tu as choisi ton chemin, vas-y, tu as choisi ton couloir. Mais si vous voulez, le seul conseil, c'est de l'amener chez le psychiatre. Je vous ai dit comme bon. Oui, chez le psychiatre, parce que c'est leur environnement. Chez le psychiatre, pour lui apprendre la vie de famille, la solidarité, l'entraide, un certain nombre de choses. Parce que c'est un enfant, d'abord 20 ans, elle dit qu'elle va à l'école, elle doit sûrement être dans le supérieur. Ou, on ne sait pas. Et donc, elle risque d'être, j'allais dire, déracinée, y compris dans sa société européenne. C'est des enfants qu'on trouve facilement dans des réseaux de drogue. Oui. Parce que justement, elle n'aura pas maîtrisé des mécanismes de la vie où elle est dans le sentiment de rejet, de négation. Ma famille, j'aime pas, maman, j'aime pas, et tout. Elle va donc se lancer comme ça, le premier maniaque arrivé ou le premier bande de trucs arrivé, voilà, elle s'engage dans des chemins tortueux et tout. Donc, en fait, elle n'a aucune éducation. Alors, comment de façon globale, sociologiquement parlant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce genre de personnes? Est-ce qu'il n'y a pas des modules d'éducation nationale? Est-ce qu'il n'y a pas une attitude? Est-ce qu'il n'y a pas, je vais dire, je ne sais pas projets de société visant à aider les Camerounais? Il faut d'abord qu'elle accepte. Dans leur environnement, chez nous au Cameroun, il y avait des endroits où on emmenait des filles inadaptées sociales. Oui. On les appelait les home ateliers. Je ne sais pas comment ça se passe chez eux, mais à ce moment-là, comme disait Charles Hamel, c'est la communauté que vous orientez avec qu'on risque de perdre tel enfant. On risque de perdre. Les enfants allaient au centre de Bétam, centre de rééducation. Vous avez entendu le centre de Bétamba, de Bépanda. Ouais. C'est selon que l'enfant était désorientée sur ça et tout. Mais celle-ci semble être même déréglée mentalement. Donc, est-ce qu'elle accepte les conseils? Lorsque vous insultez votre maman, est-ce que votre maman a même encore la capacité ou le pouvoir de vous amener rencontrer un psychologue ou pas, ou bien de vous orienter vers des activités
où on pourrait vous prendre en charge, elle ne donne pas l'impression d'être coopérative dans ce genre de... C'est bien sûr ce genre d'attitude à un moment donné de sa vie. Lorsque ça ne va pas, on va retrouver certaines filles rentrer dans des pratiques inacceptables, mais surtout dans des églises qui peuvent à un moment donné vous détourner davantage. Le petit conseil qui sera important de garder ce matin pour ceux et celles qui nous regardent et qui vivraient dans ces conditions, c'est une maxime, j'aime à le dire: soyez vous-même pour exister et non comme d'autres pour plaire. C'est important. Quelqu'un a perdu sa maman, un milliardaire, il a perdu sa maman. Il a mis sa famille derrière, il était avec ses amis milliardaires, millionnaires avec qui il a pleuré sa maman. C'est quelqu'un de très connu sur la place, sa famille n'est pas passée. On a un camarade qui était décédé, un camarade d'université. Lui me présentait son père comme étant le grand frère de son père, en disant que son père n'était pas au Cameroun et tout, c'est son oncle. Un jour il tombe malade, il est couché à l'hôpital. Tous, on se déporte pour venir, puisqu'on était une bande, on se déporte pour venir le saluer. Quand on arrive, on voit, on dit, on présente, parce que c'était encadré, on présente que bon, c'est son oncle. Le gars est couché, hein. Nous tous on dit, voilà son oncle, son papa, et là, je sais même pas si on a informé le papa. Le père se met à pleurer. Il regarde et dit, tu continues ça? Donc tu continues toujours ce que tu faisais, de me régner? Je suis son père. Je suis fendeur de bois, je suis son père. Le père a parlé. La colère de son père s'est levée, il est sorti. 2 jours après, on nous a dit que le gars était mort. C'est des malédictions que les gens prennent. Vous régnez vos parents? Soyez vous-même pour exister et non comme d'autres pour plaire. Que la maxime justement soit comprise ce matin comme telle. Tout de suite, Chalamel, tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'interdiction de recrutement des hommes d'église comme enseignants dans les universités de ce pays. Le 18 janvier 2021, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, a adressé une lettre au recteur de l'université de Yaoundé 1 dans laquelle il rappelait que d'après le statut général de la fonction publique, les ministres de culte n'ont pas le droit d'être recrutés comme enseignants permanents dans une université publique au Cameroun, en particulier, et dans la fonction publique en général. Article 14 du statut général de la fonction publique de l'État qui précise que le recrutement ou le maintien dans les corps créés en application des dispositions du présent statut est incompatible avec la qualité de ministre de culte. Il avait déclaré: il m'est revenu que certains enseignants attachés aux institutions universitaires appartiennent à d'autres corps des agents de l'État, d'une part, et d'autres sont ministres de culte de différentes obédiences religieuses, d'autre part. Vu sur cet angle, posons-nous les bonnes questions. Les bonnes questions au sujet du fonctionnariat et surtout des ministres de culte. Fonctionnaires chefs traditionnels, fonctionnaires chefs de département à l'université, fonctionnaires plus, et j'en passe, des autorités administratives, elles-mêmes enseignantes d'université. Pourquoi cette sortie de Jacques Famendongo? Pourquoi exclure les ministres de culte de l'enseignement universitaire public au Cameroun? Pourquoi ne pas dire que ce rappel justifie juste la position de religieux dits mieux taxés d'opposants dans ce pays? Est-ce que cela ne vise pas une seule chose, s'attaquer aux ministres de culte qui, bien qu'enseignants, ont des positions qui vont à l'encontre de la pensée communautaire? Souffrir d'employer que j'emploie ce langage. Comment comprendre cette loi discriminatoire et rétrograde? Que met-il dans le concept de ministre de culte? Les prêtres, les pasteurs, les imams, les sacrificateurs traditionnels, les ministres de rituels de loges ésotériques,
De quel ministre de culte s'agit-il? Des églises conventionnelles ou dites de réveil? Point d'interrogation. Les recherches universitaires ont une dimension éthique qu'il ne faudrait pas occulter, et cette dimension est aussi mise en avant dans la formation religieuse. Comment comprendre cette réglementation lorsqu'on connaît le caractère laïque de l'État inscrit dans la Constitution du Cameroun? Savez-vous que d'origine lointaine, le principe de la laïcité de l'État est consacré en France par la loi du 9 décembre 1901 et étendu au Cameroun en application de l'article 7 de la Convention du mandat, puis du décret du 28 mars 1933. Ces textes ainsi que les diverses constitutions de la République, lois et règlements y relatifs, posent le principe du libre exercice de tous les cultes, non contraints à l'ordre public et aux bonnes mœurs, à savoir que l'État n'est ni religieux ni ecclésiastique. Le principe de la laïcité signifie aussi que l'homme, ou que lorsqu'un homme est investi de la dignité sacerdotale, l'État ignore ou l'État est censé ignorer cette dignité. Le prêtre, le pasteur ou l'imam sont des citoyens comme les autres, électeurs et éligibles. D'ailleurs, rappelons-nous du fort Franklin à l'élection présidentielle. N'y a-t-il pas lieu de trouver que cette réglementation est simplement discriminatoire et viole complètement le principe de laïcité? Si nos lieux de formation visaient à assurer une transmission de savoir de qualité à la postérité, il ne devrait pas non plus oublier que ce savoir de qualité n'est pas qu'accumulation de théories. Il est construction du citoyen dans toutes ses dimensions humaines, de sorte que l'une ne soit pas sacrifiée au profit de l'autre. Comment comprendre ce rappel à tête chercheuse lorsqu'on sait le nombre de ministres de culte qui ont façonné les têtes pleines de ce pays, parmi lesquelles bon nombre de personnes devant vous? Dites-moi, le Cameroun avait-il en son temps exclu de l'université le père historien Angèle Benvin, le père sociologue Jean-Marc Ella, le père philosophe Père Merat Ebga, le père psychologue jusqu'à l'heure actuelle Jacques-Philippe Tchala, pour ne citer que quelques ministres de culte qui se retrouvent à dispenser des cours et dont l'ensemble des présentations et thématiques abordées construisent les têtes bien pleines de ce pays. Le statut général de la fonction publique n'a plus sa place dans aucune université au XXIe siècle. Il revient au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition du statut général de la fonction publique. La preuve, dans les secteurs conventionnels, les universités catholiques, les universités protestantes, on a plein de fonctionnaires, plein de laïcs qui vont dispenser les cours. Devrait-on dire, l'Église a ses pasteurs, a ses docteurs, a ses professeurs, et les universités se débrouillent avec leurs autres types, entre guillemets, de chrétiens, point d'interrogation. Comment comprendre aujourd'hui ce statut discriminatoire qu'on veut faire intégrer au sein de l'université camerounaise? Était-ce pour remplir ces nouveaux PhD, trouver de l'espace pour ces nouveaux PhD? Dans tous les cas, ce débat, il semble être ouvert. En France, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, on a résolu rapidement ce problème. On a des imams qui donnent cours, qui donnent tellement bien cours qu'aujourd'hui là-bas, on a des têtes bien pleines. Est-ce que parce qu'on est pasteur, est-ce que parce qu'on est docteur en théologie, il nous est interdit d'aller donner cours dans une autre université parce que un texte vieux de 1933 nous l'empêche? Ah ben là, la question est bien faite, hein. Il faut, comment dire, a été bien posée, Charles Membachou. Et on peut quand même se demander, en regardant le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, lui d'ailleurs ministre d'État et qui est en charge de l'enseignement supérieur, de quoi a peur Jacques Famendongo? Pourquoi Jacques Famendongo ne veut-il pas que les enseignants laïcs, les prêtres, les pasteurs et autres soient aujourd'hui des enseignants dans les universités d'État? Pourquoi tente-t-il tant bien que mal de verrouiller la porte à ces derniers pour qu'ils n'entrent pas à l'académie ou dans les académies pour pouvoir dispenser les cours, étant donné qu'ils ont les formations requises pour le faire? Qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude aujourd'hui du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, à vouloir empêcher ces derniers à donner des cours? Lui-même qui est d'ailleurs ministre d'État
ministre de l'enseignement supérieur, chef traditionnel par ailleurs et enseignant lui-même. Qu'est-ce qu'on dit de son cas personnellement? Ancienne église. Non, le fait qu'il soit non, lui aussi il est ministre. Lui aussi ministre du culte. Ancienne église. Il explique la catéchèse. Voilà. Est-ce que justement les chefs traditionnels ne sont pas également des ministres du culte? Comment est-ce qu'il se situe lui-même dans ce qu'il est en train d'appeler au niveau de l'université de Yaoundé à être appliqué? Alors que lui-même, il peut vraiment se dire, bon d'accord, je quitte ma fonction de ministre et puis je me remets justement de tous mes attributs normalement. Partant du principe du non-cumul. Du non-cumul même de fonction aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? En tout cas, mais tentons de mieux comprendre, Karine. On est enseignant, on est prêtre si vous voulez, on est ministre d'un culte quelconque, parce qu'il y a même les francs-maçons qui sont là, les rosicruciens, très bien connus. Ministre de culte. Ministre de culte, et qui sont par ailleurs des enseignants dans les universités aujourd'hui. Est-ce que Jacques Famendongo peut prendre sur lui justement d'aller enquêter sur qui est rosicrucien, franc-maçon et canca et consort, imam, prêtre, pour pouvoir faire la bonne sélection? C'est quoi ce combat qui semble être vide aujourd'hui? Dans le premier chapitre, section 1 de la loi du statut de la fonction publique, le décret de numéro 94 1999 du 7 octobre 1994. Dans le premier chapitre, section 1 de cette loi, après avoir établi les conditions d'éligibilité générale d'accès à la fonction publique, l'article 4 conclut en disant ceci: le recrutement ou le maintien dans les corps créés en application des dispositions du présent statut est incompatible avec la qualité de ministre du culte. Ça, lorsque on le dit, ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans la foi, je ne sais pas trop, chrétienne ou bien musulmane ou autre, et même dans les enseignements traditionnels, spirituels traditionnels, ne peuvent pas, même s'ils ont les doctorats en doctoration, les professorats, je vais dire comment, les professorats en professoration, je ne sais pas trop comme ça, ces derniers-là ne peuvent pas donner des cours dans les universités d'État. On sait très bien, lorsqu'ils parlent... Dans doctorat, en doctoration, c'est juste un néologisme. Oui, quand je le dis, ils comprennent où je vais. Voilà. Où je vais. Même si tu as fini le livre. Oui, voilà, ils comprennent. En fait, ce que cela suggère, c'est que vous pouvez être un prêtre, par exemple, être quelqu'un qui a fait des études en sociologie, parce que parfois lorsqu'ils sortent de leur formation, ils peuvent choisir encore de continuer les études. Il y en a qui sont des ingénieurs ici, il y en a qui sont des économistes, qui ont fait des études économiques, il y en a qui ont d'autres formations en dehors même de la théologie. Et quand vous sortez de là, vous avez la possibilité, la propension d'enseigner dans des universités. C'est pour ça que vous voyez que la plupart de ces prêtres-là enseignent dans les universités catholiques. Dites-vous bien que si les universités catholiques sont prisées en termes de qualité du personnel qu'on sert dans les entreprises privées, ça veut dire que ces derniers enseignent bien. Puisque on nous dit... ça veut dire qu'ils sont bien formés, ils sont très rares. Bien les cours. Ils sont très rares, ceux qui sortent de l'université catholique du Cameroun et autres, qui ont des difficultés à trouver de l'emploi. Ils sont très vite recrutés, que ce soit ici au Cameroun ou en Afrique centrale ou dans d'autres pays. Mais pourquoi l'État ne veut pas en profiter? Comprenez un peu la différence qui existe. Pourtant, lorsque nous sortons des universités d'État, nous, on a la difficulté à trouver de l'emploi. On a de la difficulté à être même des jeunes entrepreneurs. On a de la difficulté à s'insérer même socialement. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à profiter de cela? Maintenant, pour parler de ça, ça veut dire aussi que notre loi nous dit qu'un ministre de culte ne peut pas être un enseignant dans les universités d'État. La différence, c'est quoi? Qu'on nous explique. C'est quoi d'abord la définition de ministre de culte? Parce que si on arrive à mettre des vrais termes sur cette définition, on pourra nous expliquer ce que cela veut dire.
Que veut dire ministre de culte? Est-ce une personne qui a une culture religieuse ou alors une personne qui a subi des enseignements religieux et qui a la propension de divulguer ou encore d'enseigner la religion? Je ne sais pas. Mais si on parle de ministre du culte, ça veut dire que c'est une personne qui religieusement a un certain ancrage. Est-ce que ça empêche qu'il soit enseignant de sociologie s'il a un doctorat en sociologie? Bon, parlons-en et allons au fond de l'affaire. Le Cameroun est un pays laïque, il faut le reconnaître déjà, tel que le dit la Constitution aujourd'hui. Comment peut-on combattre les laïcs au sein d'un pays qui se dit laïque? D'abord, comment combattre la laïcité même des uns des autres dans un pays qui se dit laïque? Non, je voudrais préciser que Karine a précisé le texte. Bon, le texte n'est pas... C'est pas Femme Ndongo qui est à l'origine du texte. Pas du tout, pas du tout. Voilà, et je peux comprendre que c'est lui qui définit la politique de la nation. Comme il a demandé le recrutement dernièrement des docteurs et tout, il lui a demandé maintenant de procéder à l'application de ce texte-là. Le texte, comment je comprends les choses. Deuxièmement, vous l'avez dit, ce texte est ambigu. Vous ne pouvez pas être dans un état dit laïque et commencer à créer des batoustans dans le service public. Là, c'est les batoustans qu'on veut créer dans le service public. Et Karine a bien fait de le préciser. Je suis dans l'ordre Ekankat. Je suis grand maître là-bas. Professeur de droit par ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a l'imam de la mosquée centrale 2 qui est agrégé de géographie. Il ne peut pas donner des cours. Voilà le problème qui se pose. On est pasteur de l'église presbytérienne évangélique ou je ne sais pas où, et on a des capacités universitaires, scientifiques à dispenser des cours. On ne vous prend pas, prêtre et tout ça. Donc, en fait, cette création de Batoustan créée au sein de la communauté des compatriotes, des clivages. Or, on dit l'État est laïque. Donc, en fait, lorsque Angèle Bernvin dispensait des cours, on disait, bon, Bernvin, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Effectivement. Mais ces cours, l'histoire, il ne donnait pas les cours de théologie là-bas. Il donnait des cours d'histoire, d'orientation, d'histoire des civilisations, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y avait pas, il donnait pas, faisait pas les cours de catéchèse ou de quoi que ce soit. Bon, au-delà. Jean-Marc là, lorsqu'il écrit les livres, La Plume et la Pioche, La Ville en Afrique noire, c'est pas des livres religieux. Même, il y en a un que j'aime lire souvent. Quand l'État pénètre en brousse, la riposte paysanne face à la crise. Donc, voilà, mais le problème est ailleurs. Le problème, c'est que il se trouve qu'il y ait télescopage entre les hommes dits de Dieu et ceux qui sont dans des sectes ésotériques. Et on voudrait donc extirper les gens qui se disent religieux de ce milieu-là, qui est un milieu de recrutement avéré dans des cercles ésotériques. Et apparemment, les prêtres, les pasteurs, les imams qui y dispensent des cours étaient un frein. En matière d'éducation, en matière de recrutement, parce que au-delà des cours qu'on vous donne, l'université, comme on dit, c'est l'univers, c'est pluriel. Et il y a des groupes, on recrute les gens, on recrute. Maintenant, lorsqu'on vient vous recruter dans des cercles ésotériques, et là aussi, il faudrait savoir, si vous êtes un grand maître, je ne sais pas moi, à la Grande Loge maçonnique de Paris, au rite écossais, ancien et nouveau révélé, il faut qu'on établisse que vous êtes un grand maître au rite écossais. À ce moment-là, vous ne devez pas dispenser des cours à l'université. Ce n'est pas parce que c'est caché. Si vous êtes grand maître à la Rose-Croix, à Max Hendel ou je ne sais pas moi, Rose-Croix d'Or, vous ne pouvez pas. Il faudrait, comme disait Karine, qu'on établisse le fichier de ces gens-là. Et on vous dit que même si vous avez votre agrégation, vous êtes agrégé en agrégation de quoi, vous allez vous débrouiller ailleurs. Donc, maintenant, on va laisser les citoyens, j'allais dire, ordinaires, qui ne sont dans aucune loge, dans aucune... Mais est-ce que c'est facile de trouver un citoyen qui n'est pas à l'église, dans une quelconque église,
Dans cette tradition. Voilà, donc en fait, nous embourbons pour rien. Ça complique la situation du Cameroun aujourd'hui, où qu'est-ce qu'on recherche à l'université? La connaissance, le savoir, ou alors le positionnement des gens dans des cercles illuminatis et autres. Donc voilà la question. On est dans un monde en mutation. On est dans un monde en mutation aujourd'hui, Mbombengang. Et effectivement, ce que vous semblez justement évoquer comme des recrutements qui se feraient dans les universités aujourd'hui, est-ce que l'attitude du ministre ne serait pas en train de montrer qu'il cède justement le flambeau, qu'il crée l'espace pour que ceci soit facile pour ceux qui voudraient bien faire ces recrutements-là? Mais justement, on est en train de faire le lit aux sectes pernicieuses. Parce qu'il y a un vieux débat qui arrive dans des sectes où apparemment l'Église a un type de comportement que les autres là, ils n'ont pas. Et dans la République, ceux qui tiennent le pavé, s'ils ont une orientation, vous avez vu en France dernièrement, lorsque Nicolas Sarkozy a amené sa femme, il n'était pas encore marié, au Vatican, on lui a dit, la France est la fille aînée de l'Église catholique. Ce n'est pas normal que vous amenez Carla Bruni là-bas, vous n'êtes pas encore marié, donc vous allez amener votre femme auprès du pape. Pourquoi? Donc il y a une levée de bouclier contre lui, vous voyez, donc c'est ce qu'ils veulent. Et François Hollande nomme un ambassadeur homosexuel au Vatican. La même levée de bouclier est arrivée en lui disant, mais cher ami, le mariage pour tous arrive, l'Église s'insurge, je dis non, 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 non. Donc en fait ici nous pensons que nous avons des gens qui ont une certaine orientation issue des cercles ésotériques, ils veulent l'imprimer progressivement au sein de la société. Et là, il faut dire non et rester, comme vous l'avez dit à l'entame, la laïcité de l'État voudrait que on laisse les étiquettes des gens, on choisit ceux qui peuvent dispenser des cours et tout. Alors, justement, sur la question de la laïcité, parlons encore de l'attitude au niveau de l'Occident aujourd'hui. On le sait, les Africains de plus en plus ont validé pour certains la polygamie, alors que l'Europe, la France précisément aujourd'hui, ne veut plus reconnaître sur son sol les Africains polygames, mais rentrent dans une pratique particulière aujourd'hui. Mais la dernière actualité en date, avant de passer bien sûr à la pause, c'est de vous le dire qu'en ce moment, pas de l'américanisation qui, dit-on, avance et véritablement à la lutte d'un catépillard, massivement, rapidement et sûrement. La Californie s'honore d'avoir créé la polygamie gay, dit-on, alors que la polygamie est interdite dans les pays. Non, c'est la promotion. Permettez, on s'insurge pour dire que lorsqu'ils le font là-bas, non, permettez, lorsqu'ils le font là-bas, lorsqu'ils interdisent justement aux Africains de venir chez eux avec leurs 2 femmes, leurs 3 femmes, leurs 10 femmes, trouvent que les Africains doivent rentrer dans des pratiques qui ne sont pas normales. Nous, on leur montre qu'aujourd'hui, ils valident ce qu'on appelle la polygamie gay. Finalement, où est l'évolution dont on parle? Mais ils sont dans chez eux. Mais qu'ils arrêtent de nous faire ici, parler. Qu'ils arrêtent. Il faut en parler. Dans les textes, ils vont vous citer les textes de l'Union africaine qui parlent de la liberté des sites. Il faut en parler. Tant qu'on parle de la polygamie gay aujourd'hui, moi, je vous dis, posez-nous des questions. Vous êtes un papa, vous avez mis des garçons au monde, et quand vous dites que vous ne pourrez pas assurer la pérennité de votre famille parce que vos enfants ont choisi d'être des gays, mais soyez sérieux. Ils ont imposé, même au Vatican, ils ont imposé au Vatican d'accepter des mariages pour tous, non? Mais c'est pas possible. Donc cette unité, pas qu'ils arrivent. Il faut justement le dire. C'est là, mais battez-vous donc également de votre côté pour que ça ne s'ancre pas ici. Ça ne peut pas, puisque vous allez à l'église. Il faut commencer à leur dire que voilà où nous en sommes. Reconnu le mariage pour tous. Enfin, comment vous battez comment, puisque vous allez à l'église? Si vous ne pouvez pas vous battre, acceptez donc. Non. Qui va accepter? C'est vous qui voulez accepter, Dominique Audrey. Personne ne va l'accepter. Même si de quand ils sont investis, c'est leur choix. Mais nous dénonçons d'abord et nous disons, nous Africains, nous sommes pour la polygamie. Macron impose. Allez, bon retour, mesdames, messieurs, sur ce plateau. Merci à vous de nous regarder avec beaucoup d'appétit. Et on en profite encore pour saluer toutes les mamans qui nous regardent. Et elles sont très nombreuses à nous faire des témoignages de ce que, de temps en temps, elles peuvent quand même rapidement se mouvoir au salon. Le temps de comprendre l'histoire du jour et également le temps d'écouter la colère initiée par Charles Amel Bachou. Et bien, ce qui est important ce matin également, mesdames, effectivement, c'est pas une émission destinée aux dames en même temps, mais elles sont très nombreuses, les dames qui nous regardent. Nous parlons justement d'une situation
situation particulière où l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jaffa Ndongo, a adressé il y a 2 semaines environ au recteur de l'université de Yaoundé 1 de revoir les recrutements au sein de son institution. Donc ne pas y laisser entrer, ne plus laisser entrer justement les prêtres, si vous voulez, les prêtres et ce qu'on appellerait justement les ministres du culte dans leur globalité. Et effectivement, il a invoqué un texte de la République qui ne permet pas qu'il y ait ces recrutements au sein des universités. Mais maintenant, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait problème? De quoi a-t-il peur véritablement? Et dans les analyses, justement, ce matin, on se rend compte que, oui, on peut fermer les portes aux ministres des cultes parce qu'en réalité, ceux-ci peuvent être des éléments gênants pour des recrutements qui se font parfois pour des cercles ésotériques. Et c'est qu'il y a d'ailleurs légion dans les universités aujourd'hui. Pourquoi ne pas en parler ce matin? Est-ce que c'est ce qui ferait peur? Toute la question est posée. Mais bien sûr, Dominique Audrey, comment vous voyez ça, vous? Moi, j'ai d'autres interrogations. Si le père Yebga, le père Tchala, Angèle Bervin ont enseigné à l'université à leur époque, pourquoi il y a eu des ministres avant? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on estime que, ou bien qu'on se souvient qu'en 1994, si je ne me trompe, il y a une loi qui dit qu'on ne doit pas les avoir là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le père Ludovic Lado aurait posé un problème? Je pose une question bête. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce sursaut aujourd'hui, je veux dire le 18 janvier 2021? Pourquoi M. Fam Ndongo? Parce qu'il faut tout de même nous expliquer, dire aux parents et au pays tout entier que voilà, on a eu un prêtre, un pasteur ou un imam qui a posé telle action, telle action, telle action au sein de l'université et on a dû faire abstraction de la tolérance administrative. Bon, je ne sais pas si on dit tolérance administrative dans ce cas, qui faisait qu'on pouvait leur donner la possibilité d'enseigner. Est-ce que si on a 100 professeurs d'université, parmi lesquels 50 qui sont des ministres de culte, et qu'on met tous ces ministres de culte là de côté, comment on fait pour enseigner aujourd'hui? Comment on fait pour combler les effectifs? Est-ce que ce n'est pas un moyen de pouvoir aisément recruter ces docteurs PhD qui avaient des problèmes, qui étaient en train de revendiquer, ou on vient seulement se débarrasser de ces gens en se souvenant de cette loi aujourd'hui, en les mettant de côté? Bon, à côté de ça, il y a que le père Ludovic Lado compte lui porter plainte par rapport à cette note-là, parce que justement à l'article 14 du statut de la fonction publique, il est mentionné que la liberté d'opinion est garantie à tout fonctionnaire. Donc on est libre d'être tout ce qu'on veut en étant fonctionnaire, tant que, à l'article 14, tant que ça ne transparaît pas dans l'exercice de nos fonctions. Je peux être une sorcière et être professeur d'université, je peux être imam, je peux être tout ce que je veux, mais tant que je viens simplement donner mes cours, comme le professeur Gervais Médrosier à l'époque, quand je faisais LMF, venir donner le cours de français, il donne simplement son cours de français et après il peut être tout ce qu'il veut ensuite. Tant que ça ne transparaît pas, tant qu'on n'influence pas les étudiants, il n'y a pas de problème. Donc à côté de ça, il y a également que à l'article 7, toujours de ce statut de la fonction publique, on mentionne que les fonctionnaires doivent faire preuve d'impartialité et de neutralité. Est-ce qu'on reproche aux différents ministres de culte d'avoir peut-être pour leur opinion politique influencée? Est-ce qu'il y a eu des étudiants qui se sont plaints de ce que... Voilà. Est-ce qu'en dispensant le cours, ils ont porté vers leur religion? Par exemple. Parce que c'est incongru. Je veux dire que c'est tellement tiré par les cheveux qu'on a de la peine à pouvoir expliquer ce qui peut bien se passer dans la tête du ministre aujourd'hui avec cette situation-là. Donc, oui, on a dit qu'on ne les veut plus là-bas. La conséquence va se faire ressentir sur la dispensation des cours aujourd'hui parce que combien n'iront plus? Voilà. Et comment est-ce que les étudiants vont faire la fin de l'année? Et c'est au milieu de l'année qu'on vient nous sortir cette note. C'est incroyable. Mais je voudrais quand même, avant de poursuivre, cher Lamine Mathieu, revenir sur un document qui a fuité sur les réseaux sociaux il y a environ 2 mois aujourd'hui. On parlait d'une méthode de conservation du pouvoir mise en place par un parti politique et qui a été démenti justement par le même professeur Jaffa Ndongo d'ailleurs, hein, qui travaille en tant que à la communication justement
justement de ce parti politique camerounais. Mais tout porte à croire aujourd'hui que toutes les batteries semblent être mises en place pour verrouiller le système, ne plus permettre aux Camerounais de réfléchir dans le sens justement, je vais dire, de réfléchir autrement que ce qu'on leur propose aujourd'hui. Vous n'avez plus droit à la contestation, quel que soit ce que vous faites, vous validez que le pays va aller comme ça. Alors, tout ce qui semble être, on va dire, idée contraire, il faut tout faire pour museler, combattre, écarter et surtout s'établir véritablement. Est-ce qu'on n'y va pas vers cette trajectoire-là, M. Mbatou Chalamel? Monsieur Michel Ngachou, moi qui suis avec vous, je suis le fruit du révérend Père Angèle Benvin. Oui. Je vous parle aujourd'hui parce que j'ai été à son école, j'ai bu de la sève, Monsieur Michel Ngachou, de la connaissance du révérend Père Angèle Benvin. C'est lui qui a créé la faculté art plastique, il est parmi les créateurs de la faculté art plastique, histoire de l'art à l'université de Yaoundé 1, qui a vu défiler bon nombre aujourd'hui d'étudiants qui sortent de Mbalmayo, qui font dans le plastique, qui enseignent dans les universités. On peut citer, je peux citer le docteur Idriss Njoya, un des promotionnaires avec qui nous avons eu l'occasion de travailler aujourd'hui en Fumban. Il s'occupe, M. Michel Ngachou, de la plastique et il est passé sous, je veux dire, la plume. Quand vous arrivez aujourd'hui, tout le design, le travail du musée de Fumban, c'est le docteur Idriss Njoya, je vous le cite aujourd'hui. Voilà quelqu'un, est-ce que c'est la majeure partie, même ces ministres qui sont là, lui-même, les ministres même sont passés par, à l'université, on a eu le père Crounier, M. Michel Ngachou, c'était un blanc, le père Crounier qui enseignait. C'est connu, il y a plein de missionnaires qui ont enseigné, même dans les écoles publiques. Aujourd'hui, vous avez plein de prêtres. Et vous savez qu'il y a une communauté qui est reconnue aujourd'hui dans l'enseignement chez les catholiques, c'est les jésuites. Les jésuites, c'est les docteurs, M. Michel Ngachou. Le dernier chez les jésuites dans le rang de docteur, c'est des professeurs, c'est des agrégés, c'est des spécialistes. Oh non, ils travaillent, c'est des rangs de laboratoire. Voilà des textes qu'on a réussi à faire. Le chef de l'État est passé par le petit séminaire, il a reçu, il a évolué avant de se retrouver. Tous ceux qui sont là sont passés par ces divers, ils ont reçu. Mais allez sur la toile, vous allez vous rendre compte que les avocats, même quand ils discutent, ils vous disent que non, à l'université, on avait tel prêtre, tel enseignant qui était un jésuite, qui nous a donné tel coup. Ces coups étaient tellement limpides parce que le gars avait réussi. Mais imaginez-vous, M. Michel Ngachou, aujourd'hui, du jour au lendemain, on vous dit, il faudrait que ça s'arrête. Ça ne commence pas aujourd'hui ce combat. Rappelez-vous, en 1970, l'affaire Monseigneur Ndogmo, au moment où le juge du tribunal militaire dit oui. Il dit oui, vraiment, la liberté d'expression. Mais non, on n'est pas d'accord avec vous parce que les religieux ne doivent pas s'occuper de la politique. Disons-le concrètement aujourd'hui que plein de ministres du culte s'intéressent à la question politique. Plein de ministres de culte aujourd'hui qui donnent des cours, parce qu'on n'a pas cité tous les noms ici, monsieur Ngachou. La majeure partie sont en train d'inculquer une nouvelle façon de penser partant de la Bible. Vous m'avez présenté, moi, vous avez envoyé combien de photos de ces prêtres qui, pendant les obsèques, disent que, attention, les choses doivent changer dans ce pays. Pendant l'homélie, oui. Pendant l'homélie. Combien, monsieur Michel? C'est des enseignants. Rappelons-vous, on aime bien le citer, Monseigneur Akonga, lors du décès de Monseigneur Barbala. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? C'était un enseignant d'université. Monseigneur Akonga était un enseignant d'université, monsieur Michel Ngachou. Un expert, je dis bien un expert, quand il entre, il n'a jamais tenu un bord, comme on dit, quand il entre, enfin qu'il prend la clé, il commence à expliquer et il ramène toutes les réalités à la question de la vie. Je discutais avec le docteur Takafo Didier, doyen de la faculté de droit, qui m'a dit, mais Abamenda, il me dit, aujourd'hui avec la guerre que nous avons, nous vivons, cette guerre asymétrique, les Zimbabwe, ça a reposé la question du droit à l'université. Il dit, nous on n'avait pas vu cela, mais les étudiants et ceux qui viennent comme consultants nous amènent à voir une autre facette du droit qu'on n'avait pas. Il faut adapter. Rappelez-vous que c'est le docteur Agbombala, maître, si vous le mettez à Agbombala, il avait été chassé comme un chien de l'université de Boya parce qu'il avait proposé un sujet qui était lié à la cité. Donc voilà, vous avez le père Ludovic Lado qui, depuis un certain temps,
même dans sa façon d'éduquer, d'enseigner, il essaye de ramener aux réalités en contextualisant. Donc vous voyez, ça dérange. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le système du KGB qu'on a installé au Cameroun, c'est votre étudiant qui vous surveille. C'est l'étudiant de l'étudiant qui surveille l'étudiant. C'est ce que vous dites. Rappelez-vous de ces différents enseignants dont les élèves se sont retrouvés à informer le chef qui a informé le sous-préfet qui a informé le commandant qui est allé arrêter. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé dans ce système. Il faut véritablement mettre l'église, entre guillemets, les ministres de culte, restons sur cette appellation parce qu'on aime bien les mots génériques au Cameroun, mettre les ministres de culte à l'écart parce que les ministres de culte éveillent d'une façon systématique et brutale la conscience des jeunes. On n'a pas besoin des gens qui vont réveiller la conscience des jeunes, on a plutôt besoin des gens qui vont endormir la conscience des jeunes et leur montrer un chemin qui n'est pas le bon. Donc vous vous rendez compte que le premier à réagir, c'était bien évidemment le père Ludovic Lado. Oui. À côté de lui, vous savez que même l'église au Burkina Faso catholique s'est levée en disant mais non, l'église n'est pas éloignée. C'est pas parce qu'on est religieux qu'on est éloigné de la vie citoyenne. Auquel cas on n'aurait pas vu des prêtres qui allaient demander à vouloir prendre la tête des mairies, prendre la tête du pays pour pouvoir changer les choses, M. Michel. Donc ici, là, c'est un combat d'idées. C'est un combat où on dit notre idéologie, c'est que tout le monde soit con. De véritables cons. Notre idée, c'est qu'on ne mélange pas ceux qui réfléchissent avec ceux qui sont cons. Et voilà ce qu'on a. Avec quoi nous sommes en train d'aller. Même si sous fond, on va intégrer les PhD. Notre point de vue ce matin, peut-être pas notre point de vue, mais notre volonté ce matin, c'est de vous dire, Camerounais, Camerounaises, qu'il faut absolument se réveiller. Il faut ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux veut dire, ne vous dites plus, un sujet ne m'intéresse pas. Chaque sujet doit être passé au crible. On doit ensemble analyser chaque sujet de ce pays. Parce qu'en réalité, nous sommes restés longtemps dans cet immobilisme. On se dit, ben, le Cameroun appartient à certains, n'appartient pas aux autres. Il est temps justement que les Camerounais se réveillent, se disent, le Cameroun, nous devons le construire ensemble. Même si d'aucuns semblent aujourd'hui tout faire pour confisquer les avoirs de ce pays du maillot du nôtre, rassurez-vous, rien ne saurait être confisqué si les Camerounais eux-mêmes ne prennent pas le courage nécessaire de dire, nous voulons comprendre notre pays. D'ailleurs, ce qui est à féliciter aujourd'hui, c'est que de plus en plus, depuis l'affaire du stade concernant les 5 milliards qui semblent faire problème aujourd'hui, les 55 milliards qui semblent faire problème aujourd'hui avec la dette qui sera faite justement par le Cameroun. C'est vrai que l'argent n'a pas encore été versé. Les Camerounais continuent de demander bien sûr au régime en place de nous donner des comptes de ce qu'on a fait, de ce qu'on a d'abord versé sur les 163 milliards de francs CFA. Pourquoi voter un premier budget pour ce projet qui devait voir le jour au plus tard en 2020? On est en 2021, on vous dit qu'on va ressortir encore 55 milliards. Les Camerounais sont calmes et muets. Et plus grave, il y a la pénétrante ouest de la ville de Douala, où il y a un tronçon routier quand on dit moins de 20 km, honnêtement, faites 88,8 milliards de francs CFA, divisez-le par 20 km de route. Vous nous dites, et s'il vous plaît, il n'y a pas de pont là sur ce tronçon de route là. Comment est-ce qu'on peut expliquer que l'on soit à ce niveau et que le peuple camerounais soit muet et ne pose pas de vraies questions à celui qui est aujourd'hui comme l'entrepreneur en chef? Plus grave, pas d'audit justement du stade. Devrait-on rester tranquille? Dire bon d'accord, tout est bien, tout est beau? Non, on doit se réveiller. On doit demander des comptes et on doit ensemble s'éduquer pour pouvoir véritablement dénoncer ce qui est contraire aux intérêts du peuple camerounais aujourd'hui. Merci à vous, madame, monsieur. Karine Santia, les messages de nos téléspectateurs. Je suis d'accord avec la note du professeur Famdongo. Si ça peut nous ramener la loi qui interdit un second emploi rémunéré à tout fonctionnaire afin de libérer les postes et diminuer le chômage. Pardon? Ça, c'est Jasso le Rodriguez. Bon, il a détourné. Enfin, il s'est dit que bon, si on pouvait, à travers justement cette loi-là, repenser également à la lutte contre le chômage, ce serait intéressant. Mais ce n'est pas à eux de le faire, ils ne le feront jamais parce que on est au Cameroun. Attends, vous savez. Les prêtres là sont des fonctionnaires. Hein. Ceux qui enseignent là-bas. Certains sont des fonctionnaires. Et on les envoie eux au chômage pour donner le travail à qui? Charles amène la raison. N'envoyez pas vos enfants dans des écoles de bobo si vous n'êtes pas capable de leur offrir le même niveau de vie que les enfants qu'il y a là-bas. Marie-Claude. Minerva Dupont, mon fils de 15 ans né au Cameroun qui vit en Italie avait honte de dire à ses amis que son père était infirmier.
J'ai connu un gars au lycée de New Bell à l'époque qui n'avait même pas la télé chez eux, mais qui changeait les cassettes vidéo avec les autres. Collins Colby. C'est une envieuse qui risque de faire un AVC avant l'âge. Vraiment, c'est même honteux de sa part. Elle veut mourir tôt car elle risque d'entrer dans des histoires de porte-monnaie magique. Mamie Tonta Prada. La société occidentale a tout prévu. Cette fille, effectivement, pourrait être toxico et même vendeuse de pépé. Bricefa Nao. Ou c'est vrai, beaucoup ont honte de leur... Oui, c'est vrai, beaucoup ont honte de leur famille pour le paraître. Or, on doit vivre pour soi et non pour les autres, ce qu'on a oublié aujourd'hui. Maria Groulot. Leslie Bunda, on dit souvent qu'il faut connaître où tu sors. Elle n'est plus mineure. Elle peut aussi travailler pour changer le niveau de vie de sa famille. Elle n'est pas amour et manque beaucoup d'amour. C'est une petite mauvaise fille qui veut voir sa mère, pourtant... qui va mourir sa mère, pourtant, elle lui a donné la vie au risque de la sienne. J'ai honte à sa place. Enseigner le principe de la caisse. La tontine, on commence à enseigner l'épargne à l'enfant à partir de 5 ans. Que vous commencez à enseigner l'épargne à l'enfant. L'épargne, ça commence par donne-moi, tu manges, donne-moi un morceau de plantain. Quand je vais aussi manger, je vais donner pour toi. Il vous donne, il mange. Dès que vous achetez le pain au chocolat, il vient dire que je t'ai donné ma part, non, donne aussi pour moi. Tu coupes, tu donnes. C'est comme ça qu'on enseigne le principe de l'épargne à l'enfant. Après, on dit à l'enfant qu'on t'a donné comme 100. Sache que 100 francs, tu vas garder 25. Je vais te demander les 25 là. Si tu n'as pas, je vais te fouetter. L'enfant va partir dépenser, venir dire que bon, voilà les 25. Il dit que non, garde, je vais te demander. L'enfant va commencer à chercher des cachettes. Trouver des cachettes va être compliqué. Il va mettre dans les cahiers, ça va tomber. Enlever, il va s'embrouiller. C'est l'homme. Il va trouver finalement un endroit. D'autres vont, ils jettent ça dans les chaussures comme les miens. Il va jeter dans les chaussures qui ne portent pas. Tu lui demandes, il te dit, je ne te dis pas. J'ai mis dans les cachettes, je ne te dis pas, tu peux aller voler. Après ça, vous voyez, demain quand il arrive, il y a C2, quand ça devient des petits billets, sa maman qui donne, regarde. Après, on achète la caisse, une petite caisse de 400 francs sur le menuisier qu'on fabrique. On lui donne, on dit que j'ai ton argent, à la fin du mois, on va casser. On lui donne cet argent, à la fin du mois, vous cassez. Vous-même, parfois, il n'est pas là. Vous venez, vous jetez. Vous jetez des pièces. C'est ce qu'on fait aux enfants, vous jetez des pièces. Vous jetez, quand on vient, il vient porter, il dit que aujourd'hui, l'argent, ça pèse. Hein. Est-ce que l'argent accouche l'argent? C'est des questions que les gens posent. L'argent accouche l'argent, pourquoi il dit que mais ça pèse trop. C'est comme si l'argent l'a accouché l'argent. Vous cassez. Quand vous cassez, vous demandez à l'enfant, on va faire quoi avec cela? L'enfant commence à vous démonter. C'est comme ça qu'on éduque l'enfant. Ne vous éloignez pas des fondamentaux. Monsieur Michel. Non, c'est très important. Vivement que nos parents, nos parents également, avec des parents qui nous regardent, que le message passe. Karine Santia. Cette fille ne vit pas sur terre. De 0 à 16 ans, un enfant doit être traité comme un esclave pour mieux assurer son avenir. Cette fille est une rêveuse pure et simple. That's the effect of having a bad company. Never compare yourself to other people. She wants to live a life more than her level. She is a bad girl and is so materialistic. Ok. J'ai vécu, ça c'est important, vous avez des enfants qui aujourd'hui, ils ont créé dans tous les quartiers le Parlement. Ce qu'on appelle le Parlement. Ouais, le Parlement. Vous voyez des enfants de 15 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Ils restent assis, ils décortiquent au bord de la route. Non, c'est important. Même dans les quartiers des bobos. Vous les voyez assis, ils ont des petits bancs là, ils mettent des chaises, ils sont assis, ils tapent des commentaires jusqu'à minuit. Le père sort, mais tu fais quoi? Pas, je suis seulement ici là, non, je cause, non, pas. Et il y a quoi? Oui, voilà comment il dit. Je suis ici là, non, je suis ici là, non, pas. Il y a quoi? Je suis là, non, pas. Moi, voici que je suis là. Le père dit, ok, ne tienne pas, il fait. Il cause de quoi, monsieur Michel Gachou? C'est ça là. C'est ça. On appelle le laxisme des parents. On dit, ben, il faut arrêter le laxisme avec les enfants. J'ai dit, vous devez avoir un règlement. Je vous déjà assisté à ça. L'enfant dit que mes parents, tu viens de faire quoi à la maison? Je viens faire quoi? Je suis ici là, je cause, il y a quoi? Je suis parti au Parlement parce que ça, tu me vois. Et puis, vous savez, ça choque parce que, Charles, me permettez, ça choque parce que parfois nous regardons les conditions de vie dans lesquelles nous avions grandi. 18 ans, nous ne trouvons pas dehors. Chez M. Mbachou. Monsieur Numba. Monsieur Mbachou. 18 ans, ne vous trouvez pas dehors. Vous faites comment pour que 18 ans vous trouvez dehors? Moi, je commence à sortir de la maison après de cette papa, où je commence à me balader comme tout le monde. Parce que papa, là... Ça se voit que vous êtes un enfant de la barrière. Voilà, et je le dis, mais chez nous, il n'y avait pas ces interdits, mais on vous dit consciemment, on ne va pas vous taper, mais on vous dit que vous n'avez pas... Mon cher ami, quand papa arrive,
quand papa arrive, il y a l'ordre. C'est-à-dire, quand papa pousse le portillon, ben non, tout se remet en ordre en 30 secondes. Avant 30 secondes, tout est clair. Et maman vous regarde en riant. C'est que parmi les enfants, il y a toujours un qui transgresse vos règles. Oui. Donc il y aura toujours un qui transgresse les règles. Celui-là, on le jette en coup de poing. C'est un coup de poing. Moi, je dis, j'appartiens. J'ai été le fruit d'un père qui a été le fruit de son père, qui a été le fruit. Mon fils va me reprocher les mêmes choses que j'ai reproché à mon père. Donc ça va continuer. Voilà. Ça ne va pas s'arrêter sur moi. Donc, non, je dis, il va me reprocher. Humblement, disons le parent qui nous regarde ce matin, il faut être extrêmement être très dur avec les enfants. À l'heure où on parle qui ont déjà dépassé leurs parents. Ouais. Demandons aux équipes spéciales d'intervention rapide. Raflez ces gars là-bas, vous partez les jeter à Bonnet-Poupa. Et rentre à pied. Et tu vas à 50 ans ou Pédia. 2 fois comme ça, monsieur Gachou. On les rassemble tous. On les rassemble. On les rafle, on les rassemble. On calcule un jour, on va les jeter à Bonnet-Poupa. Et on se rassure qu'ils n'ont que leur caleçon, monsieur Michel Gachou. Voilà, ils rentrent comme ça. Ils rentrent comme ça. On vous dira que là où vous êtes venu pour notre traitement humain, hein, on dira que. On les met dans les plantations là-bas. Ils vont travailler là-bas. Bon, bah, vous allez raconter le service civique de participation. Comment on fait? Parce que vous flânez juste. Vous flâniez. Moi, j'ai un cousin qui s'est retrouvé dans l'armée. Il n'avait jamais rêvé d'être l'armée. Un soir, il sort et c'est un oncle qui l'envoie acheter la cigarette. Donc, le gars est en train d'aller acheter. Il y avait le patrouille de militaires qui arrive. On dit que tu vas où? Il dit non, moi, ouais, c'est la cigarette. On dit viens un peu. Quand il arrive, pas on l'attrape, on le jette. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Kotaba. On l'a fouillé. Après, on a dit il est mort. On a commencé à faire même le deuil. C'est 8 mois, 1 an après. Qui revient avec la tenue et les cheveux bien rasés. On dit tu sors d'où? Comme le partage d'âge. Mais revenons à ça. Merci Charles Amel. Des messages. Oui, Dominique, vous rapidement. Je l'ai déjà dit ici, il y a des programmes dans des télévisions étrangères, par exemple aux États-Unis, où lorsqu'il y a des enfants récalcitrants qui sont violents envers leurs parents, qui consomment des stupéfiants ou bien qui sont violents à l'école, on les met dans l'environnement où ils sont destinés à terminer, donc les prisons. On les envoie là-bas où ils passent un séjour avec des prisonniers et ils sont traités comme des prisonniers. Beaucoup d'enfants en sortant de ce week-end-là changent radicalement. Est-ce que nos services sociaux, notre ministère des Affaires sociales ne peut pas aménager des programmes pour des enfants récalcitrants? Et je crois que c'est ça comme on parlait lorsqu'il parlait des centres de Bépanda et autres. Oui, on a besoin des endroits comme ça. Très bien. On te torture. Oui. Allez, on a des messages qui arrivent. Lisons rapidement les messages de nos téléspectateurs, rapidement. À 20 ans, tu viens encore chez tes parents jusqu'à tu insultes la cuisine de ta mère. Qui devait nettoyer cette cuisine? Tu penses que tu es petite pour te marier ou aussi pour être mère? Ah, c'est Marie-Claude. Ça va enfler parce que regardez, sur l'application TikTok aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles reprennent un truc où on dit que tu dis que j'habite chez toi et tout, tu dis que c'est ta maison aux parents, tu dis que c'est ta maison, c'est ta cuisine, c'est ton frigo, mais lave tes assiettes toi-même, fais ton ménage toi-même. En fait, c'est une façon de dire aux parents que quand vous me grondez, lavez vos assiettes. Et ça rassurez-vous et ça va très vite, que ça va aller très loin. Voilà. Parce que bientôt, une fille va dire à sa mère que c'est ta maison, non. Ne lave pas. Ce qui est grave, c'est que hier encore, je regardais toujours sur TikTok ce petit vidéogramme d'un Camerounais qui regardait tous les biens de ses parents. Ah, ça c'est papa, ou ça c'est la maison de papa qui n'est même inachevé. Et en le disant, il regarde les filles que non, c'est la fille qui devait justement m'amuser après. Vous voyez jusqu'où ça va. C'est très grave. Merci beaucoup, Karim, merci. Dans un instant, on marquera une pause. Madame, messieurs, on ira retrouver Consti Lamine qui est avec nous avec le concept 1000 et un tapis, surtout Salaka. Mais avant cela, on pose encore une question évidente. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui en Konsamba? Il faut ouvrir les yeux en Konsamba où des bandits ont été arrêtés par la gendarmerie et libérés aujourd'hui, dit-on, par le procureur de Konsamba, qui, selon certaines investigations, reverserait 1 500 000 francs CFA pour libérer. Et les images font le tour de la toile aujourd'hui. Investigation faite effectivement, l'un des leurs disparu pour après avoir, comment on dit ça, l'un des leurs justement, on ne le voit plus aujourd'hui, voilà, c'est mieux le dire ainsi. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et d'aucuns disent que lorsque vous partez payer 1 500 000, on vous libère. Si tant il est vrai
que le régime justement dans lequel nous vivons. Nous avons une justice qui est censée être là pour veiller sur les vies des populations des uns et des autres. Il est important, quoi qu'il en soit, que l'on ouvre les yeux exactement sur ce qui se passe aujourd'hui en Konsamba. Qui sont ces bandits qui ont été arrêtés? Pourquoi sont-ils libérés? Et d'où est-ce qu'ils sortent avec les 1 500 000 pour négocier la libération? Et qui a pris ces 1 500 000 aujourd'hui? La question mérite bien sûr d'être posée. Entre autres, madame, monsieur, Consti est avec nous pour le concept Salaka et 1001 tapis. Consti, bonjour. Alors bonjour Michel Gatou, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka. Nous sommes bel et bien mercredi. C'est le mercredi du magasin 1001 tapis. C'est le mercredi qui vous permet de rester à la maison, de prendre votre téléphone et de passer votre commande et de recevoir des livraisons à domicile et des expéditions. Pour ceux qui sont dans les zones un peu plus retirées, nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Alors à l'instant, nous allons tout de suite commencer déjà par rappeler à tous nos téléspectateurs qu'il y a des tensiomètres de très très bonne qualité. Pour ceux qui ont besoin d'avoir une idée claire sur leur état de tension, il y a des tensiomètres au magasin 1001 tapis qui sont vendus à des prix les plus bas. Et l'achat d'un tensiomètre vous donne droit à un fer à vapeur gratuitement. On va également parler donc, comme tous les mercredis, nous offrons les gels désinfectants à tous ceux qui vont faire les achats du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Que vous soyez dans le nord, que vous soyez à Yaoundé, à Garoua, en Gueule-Mendouka, dès que vous faites un achat au magasin 1001 tapis pour le compte de ce mercredi, nous vous remettons gratuitement un gel désinfectant parce que le concept Salaka combat également le coronavirus. Alors c'est donc là la grande information commerciale de ce mercredi matin. Suite, place maintenant à la vente de ce matin et nous commençons directement par les tapis de décoration, les tapis pour embellir votre salon, les tapis pour embellir votre chambre. Vous les avez à 14 000 francs, un magnifique tapis. Regardez le prix, les numéros de téléphone, vous les avez et passez votre commande dès à présent avec un tapis de qualité. Vous l'avez à 14 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis avec le concours de la réalisation. Nous allons tout de suite recevoir cette image à l'écran, question d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs avec des tapis de qualité. Vous les avez à 14 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Je rappelle que l'achat bien sûr d'un article au magasin 1001 tapis vous donne droit à un gel désinfectant que vous recevez gratuitement du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Alors à l'instant, on a bien sûr en image ce magnifique tapis neuf d'origine turque. Vous l'avez à 14 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. À côté bien sûr des tapis, on parle également d'un robot mixeur de balles. Alors je conseille à tout un chacun, n'allez plus écraser des condiments chez les voisins, n'allez plus écraser des condiments de l'autre côté du quartier. Chacun devrait avoir un robot mixeur encore appelé Moulinex ou appelé mixeur. Vous l'avez à 11 500 francs. Un robot mixeur, 2 balles, un bol pour les condiments secs, un bol pour les condiments frais et même un bol pour les fruits parce que le bol des condiments frais peut également écraser les fruits. Pour ceux qui ont les jus de fruits comme Charlemagne Bachou, vous avez donc un robot mixeur à 11 500 francs qui vous permet d'écraser les fruits également. On parle également d'un fer à vapeur. Le seul fer à vapeur qui vous permet de repasser étant même au salon. On peut être au salon et repasser dans la chambre. On peut être dans la chambre et repasser au salon. On peut être au salon et repasser à la véranda parce que ce fer à vapeur a un long fil. Un fer à vapeur de qualité, il est neuf, il est dans le carton, vous l'avez à 6 500 francs. Pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins, point virgule, parce que le concept Salaka vend les fers à vapeur à 6 500 francs seulement. On parle également d'un woofer. Pour ceux qui veulent danser, écoutez la radio Equinox, vous avez un woofer avec 3 baffles. Télécommande à 33 000 francs seulement. Il est neuf, il est dans le carton, il est avec garantie. Nous le livrons dans tout le Cameroun. Que vous soyez à Loum, à Penja, vous l'avez à 33 000 francs, ce grand woofer. On parle également des bouilloires pour bouillir de l'eau à 6 000 francs. Les bouilloires en inox, les bouilloires de qualité, vous les avez à 6 000 francs. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis, c'est à Douala, au Cameroun. On parle également d'un laptop corps de Dio. Pendant que les autres ont monté les prix,
nous, à 1001 tapis, on a baissé encore les prix parce qu'on a l'arrivage des laptops à 74 000. Un laptop qui a le Wi-Fi, un laptop qui a le Bluetooth, un laptop qui a le graveur DVD, vous l'avez à 74 000 francs au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Un laptop corps de Dio. Sécurisez vos appareils, protégez vos appareils, stabilisez le courant avec des régulateurs de tension numérique à partir de 15 000. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'il y a des régulateurs à 10 000, même à 5 000 il y a les régulateurs. Mais nos régulateurs que nous vendons sont les régulateurs d'origine. Vous les avez à partir de 15 000 francs. Ça se passe avec garantie. Encore et encore un fer à vapeur à 6 500 francs. Pourquoi nous insistons sur ce fer à vapeur? Parce qu'on veut permettre à chaque maison d'avoir au moins ces 3 fers à vapeur. Un fer à vapeur pour les enfants, un fer à vapeur pour les parents, un fer à vapeur pour les étrangers. Vous l'avez à 6 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Nous restons toujours dans les ordinateurs pour parler cette fois-ci d'un ordinateur complet, corps de Dio, à 43 000 francs, chers téléspectateurs. C'est un ordinateur complet. Écran plat, lecteur DVD, souris, clavier à 43 000. Nous le vendons avec garantie. Les robots mixeurs de bol. Un grand robot mixeur. La particularité c'est quoi? Le bol à eau, à 6 lames. Le bol à sec, à 4 lames. Vous l'avez à 22 500 francs au lieu de 35 000. Le stock, il est très très limité. Détendeur intelligent IGT. Je m'arrête un tout petit peu. Je continue de voir les gens qui achètent les bouteilles de gaz vides alors qu'il y a un détendeur qui vous permet de contrôler le niveau de votre gaz. Ce détendeur intelligent permet également de réduire la consommation du gaz. Il permet d'éviter les incendies. Le détendeur intelligent IGT dit ceci. Bonjour monsieur, votre gaz est en train de finir. Vous l'avez à 11 500 francs. Un détendeur intelligent IGT avec 5 ans de garantie, 10 ans d'utilisation. Vous l'avez à 11 500 francs. Les rallonges à 6 sorties. Vous les avez à 5 500. N'achetez plus la bombe. Achetez les rallonges de qualité à 6 500 au magasin 1001 tapis. Ceux qui ont besoin de cuire le riz en quelques minutes, vous avez un cuiseur de riz électrique double fonction. On peut préparer les ignames en haut et faire le riz en bas. Un cuiseur de riz à 24 000. Il est grand, il est costaud, il est nyanga. Vous l'avez à 24 000 francs. Encore et encore les laptops. Au même ordinateur, 74 000 francs au magasin 1001 tapis. Les étudiants, les robots mixeurs 2 balles à 11 500 francs, chers téléspectateurs. Est-ce qu'on doit encore demander chez le voisin? Passez votre commande. N'attendez pas la fin de la promotion, chers téléspectateurs. Les ordinateurs complets corps de Dio. Oh là 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 là. Regardez la présentation physique. Regardez son écran. L'unité centrale. Le clavier. La souris. Vous l'avez à 43 000 francs. Un ordinateur complet. Et enfin, les grands fers à vapeur. Oh là 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 là. Regardez comment c'est nyanga. Regardez comment c'est stylé. Vous l'avez à 11 500 francs. Ce fer à vapeur coûte ailleurs plus de 25 000 francs, mais vous l'avez à 11 500 francs chez nous, chers téléspectateurs. Mototenye Sengaleba Tatane, au ben robot mixeur 11 500, au ben laptop 74 000, au ben détendeur intelligent 11 500, au ben Hayan, on appelle ça Hayan, Botia 6 500, au ben bouloir 6 000, donc Mototen à l'andé au magasin 1001 tapis. Et ben j'en ai 1001 tapis, ba ben bea ba bouam jita, au ben pete mou flashé. Au contrôler coronavirus, au ben peut tensiomètre, au ben peut bien baisser, na sombion baisser gita, à l'ande au 1001 tapis, et ben j'en ai mangolon de motene. Merci bien Constille Lamine, merci beaucoup pour cette, on va dire pour cette énergie que vous dégagez chaque matin sur notre antenne. Merci pour le courage. Eh bien, la revue des réseaux sociaux, tout de suite Karine Santia, nous vous écoutons. Qu'est-ce qui s'est passé sur la toile? Alors sur la toile, il s'est passé plein de choses depuis hier, ouais. Parce que on va commencer par cette lettre adressée à la déléguée régionale des enseignements secondaires pour la région du Sud. Ça, c'est la lettre du gouverneur de Félix Ngele, la région du Sud, qui adresse une correspondance à madame le délégué des enseignements secondaires pour lui demander de faire en sorte que dans les épreuves d'examen des élèves dans les lycées, on introduise comme
comme exercice le discours du chef de l'État adressé à la jeunesse le 10 février. Voilà. Voilà. Le sujet, comme un sujet, maintenant, sauf que plus sur la toile, tout le monde se pose des questions. Comment est-ce qu'on arrive à cela? Comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que c'était pas prévu? Qu'est-ce que M. Félix Guélé attend? Ou c'est les prochaines nominations? Ou alors, il a été oublié pendant longtemps et il fait ça pour attirer encore les bonnes grâces du chef de l'État? On ne sait pas. Entre-temps, à Douala, il y a encore la sortie du préfet qui se fouvoie sur la critique qu'il a adressée, notamment à la décision du maire Lengue Malapa concernant notamment les écoles maternelles communales qui sont à présent en pleine désinfection. Le préfet a dit dans son arrêté que ce dernier-là était dans que c'était contraire à l'article 39 du Code de la décentralisation. Voilà. Mais d'ailleurs, concernant justement ce sujet-là, concernant le sujet avec M. Lengue Malapa, beaucoup pensent quand même qu'il est dans son rôle en tant que maire, parce que les écoles maternelles sont communales aujourd'hui. Donc lui, le maire, peut demander à ce que l'on mette les enfants de côté pour lutter contre la pandémie. Mais tout ce qui a été quand même curieux, c'était la réaction du délégué régional du Code de la santé. L'éducation également, voilà. L'éducation de base. Qui est sorti pour dire, voilà, on ne saurait prendre une décision pareille sans le consulter lui-même et tout. Et voilà, mais on a bien envie de comprendre. Avant de revenir sur ce sujet véritablement, celui du sud de la Charles-Amel, comment vous appréciez vraiment, on va dire, le comportement de Lengue Malapa aujourd'hui? Est-ce qu'il devait être autant humilié comme on semble justement le faire? Alors, M. Michel Ngachou, l'article 161 du Code général des collectivités territoriales décentralisées précise en son point 1, les compétences suivantes sont transférées aux communes. A. En matière d'éducation, la création conformément à la carte scolaire, la gestion, l'équipement, l'entretien et la maintenance des écoles maternelles et primaires et des établissements préscolaires de la commune. Point 2. Le recrutement et la prise en charge du personnel d'enseignants et d'appoint des dites écoles. L'acquisition du matériel et des fournitures scolaires, la participation à la gestion et à l'administration des lycées et collèges de l'État et de la région par le biais de structures de dialogue et de concertation. La réponse est là. Donc tout est de la à la charge. C'est de la compétence du maire. Du maire, M. Michel Ngachou. Allons plus loin. Il faut dire que le préfet ne gère pas la commune. Ce n'est pas du ressort du maire, du préfet de gérer la commune. Le préfet vérifie la légalité de certains actes posés par la commune, notamment entre les deux sessions, les salles de délibération. C'est ce que le préfet consulte. Il vérifie la légalité. Il est le juge de la légalité et non de l'opportunité. Donc lui-même, le préfet n'a rien compris, simplement. Alors, bon, Bengan, pour revenir justement au sud, est-ce qu'on peut comprendre que le gouvernant soit celui-là qui demanderait quand même qu'on introduise des sujets en étude dans les établissements concernant le discours du chef de l'État? Est-ce que c'est également de son ressort, lui, le gouverneur? Oui, puisque le décret novembre 2008 lui donne les attributions de président de la République dans sa région. Ça n'existait pas avant, mais à partir de novembre 2008, il a ce pouvoir-là. Donc, il accompagne le président de la République dans ses actes. Donc, il a reçu délégation de pouvoir. Maintenant, le fait d'imposer, c'est pas bien. L'instruction et l'éducation que nous donnons à nos enfants amènent à la culture générale. Et c'est tout à fait normal que pendant la semaine de la jeunesse, les enfants soient imprégnés du discours du président de la République qui définit la politique de la nation, qui s'imprègne. On a le Covid maintenant, qu'on explique aux enfants ce que veut dire que le Covid, qu'on explique aux enfants les dérapages que nous observons, les tramols que vous payez, le comportement déviant que nous dénonçons, par exemple, depuis lundi. Tout ça, ça entre de ce qu'on appelle la culture générale de l'enfant. Parce que quelquefois, un enseignant vient, il est même professeur de littérature. 5 minutes après, il vous dit, j'ai vu comment vous prenez le taxi quand vous allez à l'école ou bien quand vous rentrez.
il vous donne là les cours, je ne sais pas moi, de sécurité routière. Qui n'ont rien à voir avec son cours de français normal. Qui le dit. Donc, ça entre dans la culture générale. Mais le fait d'imposer, ça ne me semble pas approprié. Ça ne me semble pas approprié. Mais c'est délicat. Justement, ça rentre dans les clivages qu'on donnait tout à l'heure. Le président de la République n'est pas le directeur de conscience des citoyens. Pas du tout. Il n'est pas. C'est pour ça que les citoyens peuvent le critiquer. Il a prêté serment pour dire « Je vais vous amener à l'épanouissement, au bien-être, au tout et tout ». Les citoyens le regardent donc. On lui dit « Mais, Excellence, vous avez dit que... » Mais le discours adressé à la jeunesse va nous adresser le 10 février, vous faisant état de deux, ne coïncide plus avec. Non, le problème n'est pas de dire qu'il est le directeur de conscience. Non, là, ça devient un problème. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Sarkozy, non? Il appelle à la caille, on le sait. Voilà. Donc, en fait, lorsque ces problèmes arrivaient, même en France, les enseignants étaient obligés, chacun, de dire qu'est-ce qu'on appelle les banlieues. Voilà. Enfin, on explique parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est que banlieue. Il y en a qui savent pas ce qu'on appelle communautarisme. C'est l'islam certains égarés de l'islam qui commettent des actes. Les enseignants d'histoire, géographie, français, de tout, ils peuvent donner pour... C'est ça, c'est comme ça qu'on cultive un enfant. Mais que le gouverneur, parce qu'il a le décret de 2008, dise que non, là, c'est... Alors, pourquoi décider de Dominique Audrey? Est-ce que c'est parce que le chef de l'État semble ne plus faire... on se dit, est-ce qu'il y a encore la sympathie des Camerounais vis-à-vis du chef de l'État aujourd'hui? Est-ce qu'on devait forcer les gens à parler du chef de l'État? Il est chef de l'État, c'est connu de tout le monde. Mais maintenant, comme on le dit, être directeur de conscience des Camerounais, est-ce que les enfants ont besoin? Est-ce qu'on a besoin de leur imposer ça? Ils sont jeunes, il faudrait qu'ils commencent à le manger à toutes les sauces. Donc, si on leur fait réciter ça à l'école, ne soyez pas surpris. Mais c'est bizarre qu'on ait envie que... on parle du discours du président, mais qu'on enferme un enseignant parce qu'il a mentionné Kamto. Pourtant, le discours du président entreront dans l'histoire du Cameroun comme Kamto et tout le reste. Donc, on ne peut pas faire du deux poids deux mesures. Oui, c'est la culture générale et c'est une très bonne chose pour savoir si les enfants, les jeunes, les élèves en tout cas, suivent au pas à pas les différentes actualités. Et il y va même de leur bien-être, de leur ressort, de savoir que lorsqu'on était en 6e, en 3e, le président en 2021 avait dit que telle chose se ferait et ne serait pas faite, par exemple. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, avoir la délégation et autres choses là ne donne pas la latitude ou bien le droit ou le pouvoir de venir imposer, décider de ce qu'on enseigne aux enfants ou pas. Les suggestions peuvent être faites si jamais il y a des réunions qu'il fait lorsqu'il chapeaute les réunions avec toute son administration. Je veux dire que c'est circonscription administrative, mais pas comme cette injonction. Oui, pas comme cette injonction-là. Non, ça veut dire qu'il va donc aller dans un hôpital, s'il a le pouvoir là-bas, il va dire, bon, avant de soigner les drépanocytaires, vous allez d'abord soigner les personnes qui ont le VIH, comme ça, par exemple. Ça veut dire qu'il peut le faire. Il a une délégation de pouvoir. Oui, parce qu'au nom du président. Charles Lamel, rapidement. Vous savez, M. Michel Gachou, nous qui avons préparé le BEPC à une certaine époque, à 2 mois de l'examen, c'est l'inspecteur pédagogique qui, de passant, l'inspecteur là, est venu nous dire: apprenez à acheter le Cameroun Tribune et à lire. Lisez le Cameroun Tribune, on ne sait jamais un secret caché dedans. L'année là quand on composait M. Michel Gachou, c'était justement, vous savez que dans le Cameroun Tribune, il y avait un petit encart qu'on gardait, on mettait la photo du chef de l'État et on envoyait ses phrases choc. Oui. Il y avait des phrases choc, c'était un sujet était venu sur le discours du chef de l'État, au grand étonnement de tous les élèves qui n'avaient franchement rien compris dans cela. Pour dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, ce type de phénomène. Rappelez-vous, le 11 février tout récemment, les préfets et certains responsables des différentes communes sont allés jusqu'à demander qu'on rassemble les enfants dans les cours avec des calepins, que les parents donnent les calepins aux enfants pendant que le chef de l'État fait le discours, ils prennent des notes
après avoir pris des notes, ils rentrent en classe et qu'on les évalue la journée sur le discours du chef de l'État. Donc, regardez jusqu'où la personnification. Il a fallu que le SGPR fasse un communiqué pour dire que les fêtes légales, respecter les fêtes légales. Le 11 février est un jour férié, vos histoires que vous racontez. Vous, on est en train de naviguer dans tous les cas. Même si tu as dit, on s'en fout. J'ai un sujet, M. Michel Ngachou, que je peux proposer aux élèves. Vous aussi. Oui. Quel regard portez-vous sur le silence du président face au chômage, l'absence de politique culturelle, industrielle, la non prise en charge des questions vitales, eau, énergie et santé? Il veut une 2 heures. Inch'Allah. On va utiliser la feuille du cahier de travail pratique en double page. Après, on va faire les décalés. Voilà. Maurice Kamto veut quand même de publier un ouvrage pour ceux qui sont férus justement de livres. Allez vous l'arracher sous la cendre, les étoiles. Sous la cendre, les étoiles. Et dans cet ouvrage, justement, Maurice Kamto voudrait justement le dire au Camerounais, il y a de l'espoir. Sous la cendre des étoiles, la cendre chauffe énormément. Mais finalement, et les étoiles, qu'est-ce qu'on fait? Allons nous arracher, nous qui sommes papivores, et on saura exactement de quoi parle cet ouvrage. Alors, vous ne devez pas acheter le livre du président de la République. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Quel livre? Pour le libéralisme. Ça doit être votre Bible de chevet, monsieur. C'est le plus bel ouvrage de Paul Biya. Mais ce qui est dommage, c'est que Paul Biya lui-même n'applique pas ce qu'il y a dans cet ouvrage-là. Il faut le dire très honnêtement. Donc, moi je l'ai, et on demande aux Camerounais, n'ayez pas peur, allez vous arracher des livres importants. Le savoir, c'est dans les livres. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est dans les livres. Macron impose, madame, monsieur, allons parler justement avec nos amis du Fomaric, s'il vous plaît. Voilà, ils seront avec nous dans un instant. On parle bien sûr de Yannick Meneux qui sera avec nous pour nous revenir sur le bilan, bien sûr, de cette 4e semaine du Festival Fomaric. Dans un instant, madame, monsieur, restez sur Equinox Télévision. Le temps, bien sûr, de faire un clin d'œil à ceux et celles qui, depuis un petit moment, ont choisi d'aller s'amuser au Fomaric. Alors, on y va rapidement. Hein. Yannick, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour à toute l'équipe et bonjour aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. On parlait bien sûr de ce 4e bilan, du bilan de cette 4e semaine, voilà, de ce festival Fomaric. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, il faut dire, Michel, que la 4e semaine a été également une semaine toute particulière au festival Fomaric. Quelques grandes notes de cette semaine-là, c'est bien sûr la visite du maire de la ville de Douala qui a été représenté par le premier adjoint Jérémy Soler. Il faut également dire que les conférences thématiques ont battu leur plein au grand hall du festival Fomaric au club Camtel de Bépanda, et il faut également dire que les concerts ont été de très haute facture. Le vendredi, on a vécu un spectacle d'humour à nous tordre les côtes. Le samedi, Coco, Agenté et Kossi ont enflammé le site du festival Fomaric, et le dimanche, le mannequin de Jésus, l'abbé Étienne Bakaba, après la demi-finale de Cœur et Louange, a lui aussi enflammé le site du club Cantel de Bépanda. Mais il faut dire, Michel, que les festivaliers ont expérimenté les bonnes affaires au club Cantel en achetant de très bonnes choses à très bas prix, mais également l'entrée libre et gratuite de lundi à mercredi. C'était effectif au festival Fomaric. Alors, nous parlons bien sûr de l'actualité de ce festival. Et qu'est-ce qui meuble justement ces dernières semaines? Alors, la 5e semaine qui a démarré lundi, qui est une semaine capitale pour la 28e édition du festival Fomaric, les déstockages massifs, les soldes se poursuivent. Une fois de plus, allez entrer gratuitement de lundi à mercredi, quelle que soit l'heure, au festival Fomaric. Mais il faut également dire que demain, nous avons un rendez-vous capital à 14 h au grand hall climatisé du festival Fomaric. La communauté urbaine de Douala offre une conférence thématique sur le thème « Tout sur l'obtention d'un permis de construire dans la ville de Douala ». C'est un sujet qui concerne chaque citoyen de la capitale économique, parce qu'on sait que nous avons tous l'intention de bâtir, ou alors nous avons déjà bâti pour ceux qui l'ont fait, mais il est important de savoir quelle est la procédure pour avoir un permis de construire. Voilà l'actualité de cette dernière semaine. Mais surtout, qu'est-ce qu'il en est des concerts prévus, Yannick?
Alors, les concerts, vous faites bien de le mentionner, ça fait également partie de l'actualité. Notez dans vos agendas, demain, on commence les concerts de cette dernière semaine du Festival Fomaric et vous pouvez le voir à l'écran à l'instant, la grande nuit du Noun avec les plus grosses stars de la musique du département du Noun. Venez applaudir Aïcha Kakandou, Amina Rasta, Djerilan, Rachida Jolie et toutes les personnes que vous voyez souvent sur les scènes les plus prestigieuses. Ça sera à 500 francs seulement. Demain, il faut le noter, à partir de 20 h. Et vendredi, nous avons rendez-vous avec le grand maître Rabarabi, Petit Pays, le gobelet de Dieu, l'avocat des femmes. Appelez-le comme vous voulez, il sera présent avec les 100 visas. Et avec la collaboration d'Emmanuel Wapi, on peut écouter sa confirmation. Grand maître. Le 5 mars, Fomaric de Panda Campbell. Je serai là, venez nombreux, avec les fans. Je vous aime. Rabarabi le grand maître, c'est moi. Yeah! Habillé pour 1000 francs. Vendredi, il reste égal à lui-même, il va revisiter son répertoire. Samedi, nous avons rendez-vous pour la demi-finale de la compétition Plateau Découverte. Non, pas la demi-finale, mais la finale de la compétition Plateau Découverte. On saura qui va succéder au jeune Patrick Olivier. Et puis après cette compétition, nous aurons sur le prestigieux podium du Festival Fomaric Averogès qui va venir nous aider à chasser le Nguémé. On aura également Mister Léo qui va dire non à la pauvreté. Pauvreté, on ne te connaît pas, on va la chasser ensemble au Festival Fomaric et les pépites également. Le dimanche, Cœur et Louange, la finale. Lundi, on va boucler la boucle avec, avant le concert, la finale de Miss Fomaric. Et puis après, la cérémonie de clôture présidée par le maire de la ville de Douala à 18 h, le docteur Victor Roger Mbastadine. Et enfin, on aura un spectacle magnifique avec Grâce Descartes, Moni Villet, Claudia Di Costa, Nicole Mara et les autres. Merci beaucoup Yannick d'être passé chez nous ce matin. Le plaisir, c'est bien sûr au Festival Fomaric. Merci Michel, merci à tous. Allez, merci à vous, madame, monsieur. Merci pour le regard que vous portez sur Equinox Télévision de lundi à vendredi avec 10-12, le Zénith, votre talk show. On va certainement se quitter ce matin en prenant rendez-vous avec vous demain lorsqu'il sera 10 h. N'oubliez pas, intéressons-nous, bien sûr, à tout ce qui se fait dans ce pays. Mais comment comprendre aujourd'hui que les États-Unis soient indignés par le viol de 20 femmes en zone anglophone? C'est bien sûr la suite du rapport de Human Rights Watch la semaine dernière qui faisait état de ce que les forces de défense et de sécurité auraient violé à Ebam aujourd'hui 20 femmes et tué un homme et arrêté 35 personnes. Attention, est-ce que les 62 députés qui la semaine dernière ont dit qu'il n'y avait rien au Cameroun ressortiront-ils encore? Toute la question est posée. À demain 10 h avec le même plaisir.